Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce troisième épisode de l'Instant Sportif, votre podcast qui va parler de l'actualité sportive, mais qui contient également plusieurs chroniques plus poussées, toujours sur le monde du sport. Thierry Simard en compagnie de mon co-animateur Pierre-Olivier Deschênes. Pierrot, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, toi? Ouais, ça va bien quand même, malgré quelques petits problèmes. On va l'expliquer tout de suite. En gros, vous allez voir que plus tard, pour une partie de l'émission, c'est une section qu'on a tournée hier, tout simplement, qu'on a eu des petits problèmes avec le micro APO. Donc Ouais. là, la partie en tant que telle d'aujourd'hui, on la tourne le lundi 18 août. Mais ma chronique en tant que telle, mon blog, on l'a tourné hier, donc le dimanche 17 août, au moment où on enregistre. Donc, en tout cas, vous allez voir qu'il y a quand même une petite différence au niveau de la lumière, c'est pour vous dire. Donc, cette semaine, on a quand même un bloc d'actualité un petit peu plus léger que d'habitude. Toutefois, on a quand même deux chroniques très, très intéressantes. Alors, tout d'abord, malheureusement, contrairement au frère Kelsey, on ne peut pas inviter Taylor Swift dans notre podcast pour booster notre audience. Par contre, on a quand même un invité qui est dans mon blog, c'est Jérémy Corriveau, vous connaissez bien. Il était présent lors du dernier épisode pour nous parler de l'Omnium Banque Nationale. Eh bien, il va être de retour pour nous faire un petit preview sur le US Open qui commence dans très peu de temps. Donc, pour préciser, c'est le bloc qu'on a tourné hier, en tout cas lui qu'on a réussi à garder de l'enregistrement d'hier. Donc, c'est pour ça notamment qu'on ne parlera pas des résultats des matchs du final du tournoi de Cincinnati, que ce soit du côté masculin ou féminin, même si on est au courant des résultats avec notamment l'abandon de Yannick Sinner, la victoire de Carlos Alcaraz du côté masculin et la victoire de Iga Swiatek du côté féminin. Donc, en tout cas, au moins, on va avoir sa chronique plus tard dans l'émission. Sinon, PO, toi, tu vas continuer à nous parler de la LNH, à faire tes previews. Cette fois-ci, on va commencer la division Pacifique avec les Sharks, le Kraken, les Ducks et les Canucks, pardon. Et finalement, on va faire un petit Mount Rushmore de l'histoire de la Ligue nationale de hockey en tant que telle. Puis sinon, c'est pas mal ça pour les chroniques. Mais tout d'abord, on va commencer avec le bloc d'actualité. Alors, tout d'abord, au niveau du hockey, quelques petites nouvelles ici par là. Tout d'abord, une mauvaise nouvelle du côté du Mammouth de l'Utah, c'est le Québécois Caleb Desnoyers qui a été opéré à un poignet qui va manquer 12 semaines de jeu. C'est ce que le directeur général Bill Armstrong a annoncé il y a quelques jours. Donc, en gros, Caleb Desnoyers, l'attaquant des Wildcats de Moncton dans la LHJMQ l'année passée en 56 matchs, c'est 35 buts et 49 passes. Donc, une assez bonne saison. Il avait été repêché quatrième au total lors du dernier repêchage. Toutefois, on peut quand même s'attendre à ce qu'il puisse revenir au jeu avant le début du championnat du monde junior. Donc maintenant, ça va être à voir s'il va être quand même prêt à faire l'équipe canadienne. Donc ça va être à surveiller. Donc quand même une grosse perte pour les Wildcats, puis grosse perte aussi niveau prospect pour le Mammouth, même si on ne pense pas qu'il allait jouer nécessairement. Sinon, il y avait un petit tournoi de hockey junior qui avait lieu dans les derniers jours. C'est la Coupe Ashlinka Gretzky, un championnat junior des moins de 18 ans, en gros, qui avait lieu cette année à Brno, en République tchèque, et à Trenchin, en Slovaquie. On peut parler de la performance de l'équipe canadienne qui a remporté ses 3 matchs en tour préliminaire, 5-3 contre la Finlande, 9-1 contre la Suisse et 5-0 contre la Tchéquie. Donc des victoires quand même assez faciles. Toutefois, les Canadiens se sont butés aux Américains. Toutefois, ça a été un match très, très serré en demi-finale, mais les Canadiens l'ont malheureusement échappé 4-3 en tir de barrage. Donc, un match très, très serré. Toutefois, la troupe canadienne s'est bien reprise et est allée remporter la médaille de bronze avec une victoire de 3-0 sur la Finlande. Les États-Unis, eux, ont poursuivi leur tournoi en remportant la médaille d'or en battant en finale la Suède 5-3. La Suède qui avait battu la Finlande 6-5 en prolongation dans l'autre demi-finale. Pour parler des meilleurs joueurs canadiens, c'est l'attaquant Mathis Preston des Chiefs de Spokane qui a été le meilleur pointeur avec un total de 3 buts, 2 passes, 5 points en 3 matchs. L'année passée, c'est 45 points en 54 matchs pour le jeune attaquant des Chiefs de Spokane. Et pour le gardien canadien Gavin Betts, qui a eu des bonnes statistiques aussi, le gardien des Frontenacs de Kingston dans la Ligue de l'Ontario. Puis je vais être honnête, Oui. j'ai regardé plusieurs matchs, et si on réussissait à battre les États-Unis, selon moi, on gagnait la médaille d'or. C'était vraiment les États-Unis et le Canada, les deux meilleures équipes du tournoi. Je pense qu'on aurait facilement battu la Suède en finale. Ben facilement, pas 8-0 non plus, mais c'est ça qui est un peu décevant vu que ça s'est passé super proche avec les États-Unis. Ouais, effectivement. Sinon, pour continuer, on va aller du côté de la Chine pour parler des Dragons de Shanghai, qui est la formation, qui est l'équipe chinoise dans la KHL, qui s'appelait jusqu'à l'année passée le Red Star de Kunlun. Ils ont annoncé avoir embauché un nouvel entraîneur-chef, puis on le connaît très très bien ici en Amérique du Nord, puisque c'est Gérard Galland, l'ancien entraîneur-chef notamment des Rangers ou encore des Golden Knights, qui est maintenant le nouvel entraîneur-chef des Dragons de Shanghai. Puis ils ont réalisé une vidéo, l'IA a réalisé une vidéo et ils l'ont sortie sur leur compte Twitter. C'était assez spécial, on va pas se mentir. Le Gérard Galland en Sub-Zero, pas en Sub-Zero, mais en Raiden de Mortal Kombat, j'avoue, je m'y attendais pas trop. Mais en tout cas, c'est assez spécial. Mais on sait que les coachs nord-américains peuvent avoir du bon succès en KHL. Bob Hartley, c'est vraiment l'exemple le plus marquant.
Donc, à voir qu'est-ce qu'il peut faire dans la KHL en tant que tel. Sinon, Josh Georges, l'ancien défenseur des Canadiens, a été nommé assistant entraîneur du côté des Rockets de Kelowna dans la Ligue de l'Ouest. Donc, Josh Georges, pour rappeler, il a joué dans la LNH de 2006 à 2018 avec les Sharks, les Canadiens et les Sabres de Buffalo. Et depuis quelques années, il était assistant coach avec les Warriors de West Kelowna dans la BCHL, dans la Ligue de hockey de Colombie-Britannique. Donc, il reste quand même dans la même ville, c'est juste qu'il a monté de niveau. D'équipe en tant que telle, sinon des petites signatures, le Kraken qui va signer Riker Evans 2 ans, 2,05 millions par an. Également, on a Travis Hamonic, le défenseur qui a signé un contrat d'1 an, 1 million avec les Red Wings de Détroit. Également, Hudson Fasching, Yachts Legend, qui a signé un contrat de 1 an, 775 000 avec les Blue Jackets de Columbus aussi. Pour ce qui est des signatures également, il y a le défenseur Jack Johnson qui a signé un essai professionnel avec le Wild. Jack Johnson, 38 ans, c'est un défenseur qui se fait vieillissant, mais il a quand même eu une très très bonne carrière. Il a pêché 3e au total par les Hurricanes en 2005. C'est 1228 matchs en carrière dans l'LNH avec 342 points et une Coupe Stanley avec l'Avalanche Colorado en 2022. Donc oui, il est à la fin de sa carrière, mais un essai professionnel comme ça, il peut peut-être essayer d'aller porter un petit peu de mentorat, c'est ça, de mentorat du côté de la brigade défensive du Wild. Ça peut être bien de ce côté-là. À voir s'il est capable de se tailler une place dans l'alignement. Sinon, on avait pas mal terminé, je crois, au niveau des nouvelles du hockey. Maintenant, PO, on va aller du côté du basketball parce qu'il y a eu une vente record dans les derniers jours. Oui, effectivement, les Celtics de Boston ont été vendus pour 6,1 milliards de dollars. Comme on sait, les Celtics avec les Lakers et d'autres équipes comme ça, c'est une des plus connues du monde du basketball. Comme on sait, ils ont gagné beaucoup de championnats. Tout récemment aussi avec Jalen Tatum, ils sont encore une très bonne équipe. Donc cette équipe-là est vendue pour 6,1 milliards. Donc si on fait un comparatif avec la Ligue nationale de hockey, les plus grosses équipes comme les Rangers, les Maple Leafs, les Canadiens sont autour de 2 milliards. Donc c'est 3 fois plus. Donc le basket, on voit que les équipes valent beaucoup, puis là, les Celtics sont finalement vendus pour 6,1 milliards, comme j'ai dit. Donc, c'est quand même une grosse vente, comme on peut dire. Oui, effectivement. Donc, on voit vraiment que les équipes du basketball, comme tu l'as dit, valent un petit peu plus que les autres franchises en Amérique du Nord. Sinon, on peut aller du côté du baseball. Les Blue Jays de Toronto qui vont quand même très, très bien encore. On a vu plusieurs victoires dans les derniers matchs. Toutefois, là, il y a une mauvaise nouvelle qui vient de tomber. Il y a 35 minutes, Vladimir Guerrero Jr. aurait quitté le match contre les Pirates de Pittsburgh. Il souffrirait d'une blessure à l'ischio-jambier gauche. Donc, en espérant que la blessure ne soit pas trop grave et qu'il puisse revenir d'ici le début des séries. Parce que le début des séries au baseball, on rappelle que ça commence fin septembre. Donc oui, c'est pas tout de suite, mais c'est quand même à peine dans un petit peu plus d'un mois. Donc on espère vraiment que la blessure ne soit pas trop grave parce que les Blue Jays sont vraiment sur une très très bonne lancée. Ça serait vraiment dommage de le perdre pour les séries en tant que tel. Vraiment, on le sait, comme tu l'as dit, les Blue Jays vont très bien. Peut-être qu'ils ont une chance de se rendre loin en série, mais sans Vladimir Guerrero, ça pourrait nuire à leur chance de se rendre plus loin, là. Effectivement. Donc, sinon, on va aller un peu du côté du football aussi. Alors, tout d'abord, du football canadien. Les Alouettes de Montréal qui continuent un peu leur débandade en tant que telle. Lorsqu'on a commencé l'émission il y a quelques semaines, on avait notamment parlé la semaine dernière, je me souviens bien, de leur défaite un peu surprenante contre les Elks d'Edmonton. Bien là, ils ont reperdu une défaite cuisante de 36-18 contre les Lions de la Colombie-Britannique. Puis comme si ça allait pas aussi mal que ça, comme si ça pouvait pas aller plus mal, eh bien, ils ont perdu leur 3e carrière dans l'ordre. Donc, Caleb Evans qui a quitté le match à cause d'une blessure. On rappelle déjà que leur carrière partant Davis Alexander est lui aussi blessé depuis déjà quelques temps. Leur 2e carrière, McLeod Bethel-Thompson, est lui aussi blessé pour plusieurs semaines, même si on avait expliqué qu'il avait notamment quitté le dernier match qu'il a joué pour raison de performance. On ne trouvait pas qu'il performait assez bien. Mais là, effectivement, Caleb Evans qui quitte le match. Heureusement, les Alouettes ont quand même un peu pas prévu le coup, mais ils avaient un peu prévu le coup avant le match contre les Lions de la Colombie-Britannique. Ils sont allés chercher un nouveau carrière. C'est l'Américain Cameron Dukes qui, en gros, vient directement. Il a joué ses 2 dernières saisons avec les Argonauts de Toronto. L'année passée, il a complété 143 de ses 199 passes pour des gains de 1444 verges et 7 passes de toucher, plus 321 verges gagnées au sol. Puis il avait débuté sa carrière avec les Argonauts en 2023 avec 18 matchs. Donc, il avait joué les 18 matchs de la saison, avait accumulé 760 verges ainsi que 2 touchés. Donc, pas un carrière avec beaucoup d'expérience dans la LCF, mais quand même une signature qui peut être intéressante. Et de toute façon, les Alouettes, PO, tu le dis souvent, je pense que là, il faut survivre. Là. Ouais, il faut absolument au moins gagner un match avant le retour de tous nos blessés, parce que si on commence à être 5-7, 5-8, ça pourrait être vraiment très compliqué. Oui, on le sait, la division est pas très forte, mais pareil,
faut pas prendre de chance. Comme on le sait, là, ça fait beaucoup de blessés. De quoi? On a Austin Mack, on a notre carrière partant, notre substitut et le substitut du substitut. Ça commence à faire beaucoup de personnes blessées. Donc, espérons qu'on est capable de survivre. Mais en même temps, on a perdu contre une équipe qui était 1-6. Pas cette semaine, mais la dernière semaine. Donc, j'ai l'impression que ça va être très compliqué pour le suite avant de retrouver nos blessés, là. Effectivement. Puis sinon, on peut continuer à parler un peu de football, mais si on va du côté de la NFL, le calendrier préparatoire est toujours en cours. Notamment, on peut attirer l'attention sur la défaite des Bills 38-0 contre les Bears de Chicago. Mais c'est le match préparatoire, donc on ne panique pas là-dessus. Justement, on rappelle qu'on a une émission prévue dans quelques semaines pour vraiment faire un preview de toute la saison de la NFL qui s'en vient, toutes les équipes, toutes les divisions. Ça va être très, très cool. Mais il y a une petite signature du côté des Bills, justement. PO, tu peux nous en parler un petit peu plus parce que c'est un joueur que tu aimais beaucoup, notamment lors de ton fantasy. C'est James Cook. Oui, effectivement, James Cook a signé pour 4 ans, 48 millions. On le sait, il était parti de l'équipe vu que les discussions ne marchaient pas. Finalement, il est revenu et a signé son contrat, sa prolongation. Moi, je l'aimais beaucoup. Je l'avais comme running back numéro 1 dans mon équipe en fantasy. Il a été très bon. Comme on le sait, il y a 2 ans, il avait fait 3 touchés. L'année d'après, il en avait fait 6. Et cette année, il a vraiment explosé avec 18. Donc, vraiment, il a été très, très bon. Même en série éliminatoire, il a été excellent. Comme tu le sais, tu aimes les Chiefs. Puis, il était très, très bon contre les Chiefs. Finalement, les Chiefs, ils ont remporté. Mais il a été vraiment bon dans ce match-là. Et aussi, le monde, j'ai vu plein de mimes commencer à circuler. C'est qu'il a fait 3 touchés. L'année d'après, il en a fait 6. Donc, c'est doublé. Puis, s'il en a fait 18, c'est triplé. Que là, le monde sont comme, ah, il va quadrupler cette année. Ils vont faire 78, mais ça m'étonnerait là, qu'il se rende jusqu'à là. Mais ça Ça va être reste, compliqué. selon moi, ça reste une très bonne signature pour les Bills, qui ont vraiment une attaque diversifiée, avec un très bon corps arrière, comme on le sait avec Josh Allen. Et là, James Cook est devenu comme un running back étoile de la ligue, donc ça fait une très bonne équipe. Comme on le sait, là, il reste juste à passer les Chiefs puis les Ravens en série pour se rendre jusqu'au Super Bowl. Oui, effectivement. Puis j'avais oublié de parler de la fin un peu des Alouettes en tant que telles. Les Alouettes, leur prochain match, ça va être cette semaine, le 21 août, où ils vont affronter les Blue Bombers de Winnipeg, donc une fiche de 5 victoires, 4 défaites. Donc ça va être un match à surveiller aussi. Ça va être plus tard cette semaine. Pour finir rapidement sur le bloc actualité, c'est une nouvelle qui est sortie aujourd'hui en date qu'on enregistre, donc le lundi 18 août. C'est le cycliste canadien Michael Woods qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Michael Woods, c'est quand même un peu une belle histoire parce que c'est un gars qui n'était pas prédisposé à faire du cyclisme de base. C'était vraiment un gars qui faisait de la course à pied puis de l'athlétisme en tant que tel. À cause de blessures, il a dû se reconvertir au cyclisme. Puis il a signé professionnel à 29 ans, donc c'est ultra tard. Puis pareil, il a réussi à devenir un des meilleurs cyclistes du monde depuis sa signature à 29 ans jusqu'à maintenant. Donc maintenant, il y en a 38. Michael Woods, en gros, son palmarès au niveau cycliste, au niveau de la UCI, c'est une victoire d'étape sur le Tour de France 2023, une étape très impressionnante au sommet du Puy-de-Dôme. Alors, je me souviens, j'avais vu la fin de l'étape, c'est quand même assez impressionnant. Sinon, c'est 3 victoires d'étape sur le Tour d'Espagne aussi, notamment une l'année passée, avec le maillot de champion canadien sur les épaules. C'est quand même très, très beau. Également, il a gagné 2 fois le classement général de la Route d'Occitanie, une petite course de classement général aussi. Il a gagné un Milan-Turin, il finit deuxième d'un Liège-Bastogne-Liège, donc des bonnes courses d'une journée, des classiques. Gagné des étapes du Tirreno-Adriatico, du Tour de Romandie. Également, il a fini aussi 3e du championnat du monde en 2018, donc la médaille de bronze. Vraiment une grosse carrière en peu de temps pour Michael Woods, à un âge quand même assez avancé. Donc, lui qui est avec l'équipe Israël Première Tech, on va peut-être le voir en fin de la saison, notamment du côté des championnats, des Grands Prix cyclistes de Montréal et de Québec. Donc, ça va être surveillé. Puis, on va souhaiter une bonne retraite à Michael Woods. C'était tout pour le bloc actualité en tant que tel. Donc, maintenant, on va pouvoir passer au bloc preview du US Open avec Jérémy. Donc, cette semaine, on est rendu à la portion de mon bloc. Pour mon bloc en tant que tel, je voulais parler du US Open, sauf que le tennis, c'est pas trop ma spécialité. Alors, on a décidé d'inviter quelqu'un, vous le connaissez très bien, parce qu'il était là lors de l'épisode précédent. C'est Jérémy Corriveau. Jérémy, comment ça va? Ben, ça va super bien, les gars, vous autres. Oui, ça va bien. C'est qu'en gros, lorsqu'on planifiait l'émission, au début, on voulait comme tranquillement parler du Tour d'Espagne, sauf qu'on s'est rendu compte que vraiment, le US Open, c'était cette semaine que ça commençait. Plus précisément, si j'ai bien compris, c'est les qualifications qui commencent cette semaine. Peux-tu me confirmer là-dessus, Jay? Ou... Ben, en fait, oui, les qualifications vont commencer dès cette semaine, là. Puis on a les tournois, on a aussi des tournois de préparation 250 comme Winston-Salem qui est aux États-Unis. Donc, il y aura ce tournoi-là, les qualifications du US Open, puis le tableau principal va se dérouler la semaine suivante. OK.
Parfait. Là, justement, il y a le tournoi de Cincinnati qui vient de se terminer. Est-ce qu'on considère que le tournoi de Cincinnati, d'habitude, c'est un espèce de tournoi préparatoire pour le US Open? Vraiment, puis ce qu'on peut remarquer, surtout dans les 2 dernières années, autant gars et filles, c'est un peu ce que je vous parlais la semaine passée, c'est que les gagnants de Cincinnati ont été les gagnants du US Open. L'an dernier, c'était Yannick Sinner qui avait gagné Cincinnati, puis on sait qu'est-ce qui est arrivé au US Open. Il l'a remporté. Même chose pour Aryna Sabalenka, qui a aussi remporté Cincinnati et qui a poursuivi avec le US Open. En 2023, c'était la même chose. Novak Djokovic a gagné un des meilleurs matchs qu'on a pu voir dans cette décennie contre Alcaraz et il a gagné le US Open. Et c'était la même chose pour Coco Gauff. Puis là, cette semaine, ben justement, c'est le tournoi de Cincinnati que la finale, en tant que tel, au moment qu'on enregistre, elle ne s'est pas jouée encore, mais on connaît les deux finalistes du côté masculin, c'est Yannick Sinner et Carlos Alcaraz. Grosse surprise. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça soit à nouveau les deux favoris pour le US Open? Ben, je pense que oui. On voit en ce moment, surtout dans les derniers mois, que ces deux-là ne sont absolument inarrêtables. C'est vraiment les finales, c'est pas mal juste ces deux-là. Je pense qu'on pourrait quasiment les tasser et les apporter directement en finale tellement qu'ils sont tout le temps là. Euh, Ce qu'on remarque, c'est que même les joueurs les mieux classés, Zverev, Fritz, Shelton, ils n'arrivent pas à battre encore Sinner et Alcaraz. Ces deux gars-là sont vraiment en ce moment dans une ligue complètement supérieure. Fait que c'est pour ça que c'est dur de miser contre eux. Surtout dans un tournoi comme le US Open où c'est un grand chelem et on sait que depuis l'Open d'Australie en 2024, c'est seulement Sinner et Alcaraz qui ont remporté des grands chelems. Donc, on est en train de remarquer que dans euh, dans dans ces gros tournois-là, c'est pas mal, c'est vraiment juste ces deux-là depuis, je dirais, les 2 dernières années. Ben, c'est sûr que ça commence à être redondant de tout le temps voir ces deux-là. Puis moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser, ah ben dans le temps, Federer et Nadal, c'était pareil, ils s'affrontaient tout le temps en finale. Oui, mais encore une fois, je trouvais que il y avait plus de rivalité puis d'adversité que ça. Tu sais, on avait des gars comme Andy Roddick qui pouvaient faire tomber Nadal des fois, Del Potro qui pouvait faire tomber Nadal et Federer des fois. On avait Ferrer qui pouvait des fois faire tomber les deux. Fait que tu sais, on avait des joueurs qui étaient quand même, qui étaient pas nécessairement des grands champions comme l'ont été Federer et Nadal, mais c'est des joueurs qui déjà donnaient des gros matchs à ces deux joueurs-là. Puis ça pouvait arriver une fois de temps en temps qu'ils pouvaient les battre, mais s'ils les battaient pas, au moins, on avait un match très relevé, très serré. Là, c'est simplement qu'on sent personne n'est proche de Sinner et d'Alcaraz. Euh, à Cincinnati, Sinner n'a même pas perdu un set. Alcaraz en a perdu deux. Mais quand même, surtout au niveau mental, il arrive à aller chercher ces matchs-là, alors que ses adversaires craquent sous la pression. Donc, on se rend compte que oui, c'est sûr que c'est un petit peu dommage pour le public qui s'attend à des finales assez parfois diversifiées, qui parfois veulent des surprises, puis tout ça pour voir des nouvelles têtes d'affiche. Et que là, on n'a plus ce côté-là. C'est sûr que c'est dommage, mais en même temps, ces deux-là, c'est vraiment ces deux-là qui offrent le meilleur niveau et de loin. Fait qu'ils méritent de toujours être en finale. Puis au moins, la bonne nouvelle, c'est que quand ces deux-là s'affrontent, on a du super bon contenu. On est vraiment diverti à 100%. Comme même là, on sait que la finale qu'on aura à Cincinnati demain va être excellente. Puis également, pour un peu finir du côté masculin, pour ce qui est des Canadiens qui vont être présents, selon toi, c'est qui pourrait faire le parcours le plus, c'est le parcours le plus loin, là, qui pourrait se rendre le plus loin, en gros?
pense qu'en ce moment, Gabriel Diallo a une très bonne confiance, surtout sur la surface dure. Il a quand même eu un bon tournoi à Toronto où il a perdu contre Fritz. On s'attendait à ce qu'il perde contre Fritz, mais c'est rendu au troisième tour. Donc, il a fait son travail. À Cincinnati, c'est la même chose. Il s'est rendu au troisième tour. Il a affronté Yannick Sinner au troisième tour. On ne peut pas le blâmer d'avoir perdu contre Sinner. Et même là, on peut être très content de lui parce que ça a été le joueur le plus proche du tournoi à lui enlever une manche. On le sait, il a été à un seul point dans le bris d'égalité de remporter ce deuxième set. Donc, Diallo, pour moi, surtout sur le dur et surtout dans la tournée nord-américaine, performe bien. Puis je me rappelle, il avait bien performé aussi l'an dernier au US Open. Il avait battu Arthur Fils en 5 manches, si je ne me trompe pas. Il avait donné un bon match à Tommy Paul. Ça avait fini en 4 ou même, je pense, 5-7. Donc, Diallo peut causer des surprises au US Open. Ça, c'est sûr. Euh, alors, voyons voir ce qu'il a donné. Je sais qu'il va faire le tournoi, je l'ai vu dans le tableau du tournoi Winston-Salem, donc le tournoi 250 juste avant le US Open. Donc, voyons voir à quel point ce tournoi-là va se dérouler pour lui. Ça, c'est sûr que s'il s'en va chercher une bonne performance là, c'est-à-dire, je dirais, au moins une demi-finale, je pense qu'il pourrait arriver au US Open avec grande, grande, grande confiance. Puis sinon, on se souvient également que Félix avait fait la demi-finale il y a 4 ans, la même année que Fernandez est allé en finale. Est-ce que tu penses qu'il peut aller chercher un bon tournoi aussi? Euh, Félix, en ce moment, est très dur à prédire. On sait qu'il y a eu un début de saison exceptionnel, mais depuis le tournoi d'Indianapolis, ça ne va pas aussi bien. A des performances vraiment en montagne russe, peut connaître un excellent tournoi, comme un tournoi vraiment complètement raté. Donc, dur à prédire pour Félix. On sait qu'il est capable de se rendre loin, on sait qu'il l'a déjà fait, comme tu l'as dit. Donc, il est habitué de bien performer au US Open. Maintenant, il reste à ce que là, c'est un meilleur de 5 manches. On sait que des fois, peut avoir le momentum dans un match et là, après ça, ça chavire. C'est arrivé à Roland-Garros où il menait 2-7-0 et il avait perdu. Donc, ça va vraiment être, je pense, une bataille mentale pour Félix. Vraiment rester dans ses matchs du début jusqu'à la fin et de jamais abandonner, même si soit il est en grand retard ou il a une grande avance. Donc, toujours performer à son niveau. Euh, c'est comme ça qu'il va aller chercher des matchs. Donc, oui, dur à prédire, Félix. Euh, Sinon, si on parle de Chapovalov, lui aussi connaît des performances assez inconstantes ces temps-ci. Il a bien performé quand même cette saison. Il garde un bon classement dans le top 30. Mais à Toronto, ça n'a pas bien été. À Cincinnati, ça n'a pas bien été. Donc ça m'inquiète là, pour le US Open pour Chapovalov. Puis maintenant, si on passe du côté féminin, des joueuses voyons comment je peux dire ça, voyons. Alors, est-ce qui se démarquent, oui, exactement. Je dirais en ce moment que Elena Rybakina, qui, on le sait, est une ancienne championne de Grand Chelem, qui, elle, selon moi, pourrait sortir une grande performance. Elle a eu un très bonne tournée nord-américaine. Elle a fait la demi-finale à Washington où elle a perdu contre Leylah Fernandez qui a gagné le tournoi. Puis Leylah était en forme resplendissante. Puis c'était un match super serré, plus que 3 heures. Et après ça, à Montréal, même chose. Un long match très serré qu'elle a perdu en demi-finale contre Mboko. Et c'était un match, elle était à un point du match. Elle aurait vraiment pu gagner.
Je crois que ça s'est surtout décidé du côté de la foule, du côté momentum, où Rybakina a chaviré et Semboko qui est allé chercher la rencontre. Et encore à Cincinnati, une autre demi-finale où elle a réussi à battre la numéro 1 au monde en 2 manches. 6-4, 6-1 quand même. Et a perdu contre Swiatek en 2 manches. Mais honnêtement, Rybakina m'impressionne ces dernières semaines. A eu des performances un peu plus difficiles ces temps-ci. On sait que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une championne du Grand Chelem. Elle a été habituée à gagner quand même des assez grands tournois. Mais là, elle n'était plus comme... ce n'était plus ses beaux jours. Donc, c'est bon de la revoir dans cette forme-là. Et selon moi, je pense qu'elle peut se rendre loin au US Open. Je pense encore au moins une demi-finale pour elle, peut-être même la finale qu'elle pourrait aller chercher, Elena Rybakina. Et sinon, ben, on sait, il y a Sabalenka qui est la championne en titre, elle. euh, elle on ne peut pas l'écarter de la possibilité d'être championne. On sait que là, elle a perdu à Cincinnati. Elle est déjà à New York en train de s'entraîner pour le US Open. Donc, elle va prendre ce tournoi-là très au sérieux. C'est quand même 2000 points à défendre et on sait qu'elle est première au monde et encore assez largement en ce moment. Donc, si elle veut garder cette position-là, elle doit absolument bien performer au US Open. Et quand on y pense, Sabalenka est première au monde, mais n'a gagné aucun grand chelem cette année. Donc je pense que ça lui ferait très mal de finir son année 2025, même si elle est première au monde, de n'avoir aucun grand chelem. Donc je pense que elle va avoir très faim et va vouloir remporter ce US Open. Donc, comme on l'a dit en début de l'épisode, on a eu un problème technique lors de l'enregistrement hier. Donc là, on n'a pas pu entendre la question que PO a posée à Jérémy. Donc, PO, si tu pouvais juste reposer ta question. Donc, ma question que j'avais posée à Jérémy, c'était pouvoir nous parler de Mboko après sa victoire à Toronto. Et on le sait, elle avait dit qu'elle allait pas faire le tournoi de Cincinnati dû à sa blessure en demi-finale. Donc là, j'avais demandé est-ce qu'il peut penser qu'elle peut se rendre loin avec sa blessure et tout ça. Donc là, il a répondu à propos de Victoria Mboko. Ben déjà, je pense que c'est une bonne chose qu'elle a raté le tournoi de Cincinnati. Elle avait besoin de ce repos-là. Elle avait besoin de soulager son poignet et sa main qui, on le savait, avait beaucoup d'ennuis à la fin de son tournoi. Euh, donc, je pense qu'elle va arriver en très bonne santé, en forme pour ce US Open. Après, c'est sûr que euh, je crois qu'elle va avoir beaucoup de pression. Elle a été beaucoup sous les projecteurs à Montréal. C'est rendu une nouvelle championne d'un 1000, donc nos attentes sont quand même élevées envers elle, puisqu'elle a gagné ce titre-là. On s'attend automatiquement à une grande performance au US Open, mais ce ne sera pas nécessairement le cas. Et on sait qu'elle sera euh, au plus 25e favorite. Donc, elle affronterait normalement une joueuse du top 10 au troisième tour. Selon moi, je pense qu'elle se rend au troisième tour sans aucun doute. Ça me surprendrait qu'elle se fasse écarter par une joueuse non favorite. Mais après ça, au troisième tour, contre une joueuse du top 10, on sait qu'elle a battu des joueuses du top 10 à Montréal. Mais le US Open, c'est une autre game complètement, alors c'est loin d'être fait pour elle. Donc, ça va jouer là. Ça va jouer au troisième tour. Si elle arrive à passer le troisième tour, alors là, le tournoi peut complètement changer pour elle et elle peut se rendre très loin. Mais sinon, ben là, ça va s'arrêter là pour elle. Donc, c'est ce troisième tour-là, selon moi, qui va montrer de quoi Mboko est capable là, pour ce tournoi-là. Et finalement, pour Fernandez. Fernandez, ouf, c'est Fernandez. Elle a eu quand même. Faut se rappeler qu'elle a gagné le tournoi de Washington, puis c'était le premier gros tournoi. En fait, c'est le plus gros tournoi qu'elle a gagné de sa carrière. Elle avait auparavant des titres plus 250.
Mais après ça, à Montréal, ça n'a pas été. Je pense que c'était surtout côté fatigue et horaire qu'elle a été très frustrée. Cincinnati, on pensait que vu qu'elle avait eu son repos à Montréal et que ben, on la croyait prête à bien performer encore à nouveau. Mais ça n'a pas été le cas. S'est encore fait sortir très tôt à Cincinnati. Donc, comment ça va se dérouler au US Open, dur à dire. On sait qu'elle aussi va être favorite, mais encore une fois, un peu comme Mboko, va être dans le top 30, mais va elle aussi affronter probablement une joueuse top 10, peut-être même une joueuse top 5 au troisième tour. Donc je pense que ça va être très difficile pour elle. Et avec les deux derniers tournois qu'elle a eus, surtout Montréal et Cincinnati, je ne crois pas qu'en ce moment, elle arriverait à battre une joueuse du top 10 à cause de ça. Donc, rapidement, pour conclure, Jay, là, les qualifications commencent cette semaine, mais le vrai début du tournoi, c'est à partir de quand? Ça va débuter le lundi 25 août, le tableau principal. Parfait, merci beaucoup, Jay. On va te rappeler pour faire peut-être un petit bilan du tournoi à la fin. Parfait, hâte de vous revoir, les gars. Donc maintenant, PO s'est rendu autour de ton bloc. On rappelle, dans les dernières semaines, tu as parlé de la division centrale dans la LNH. Tu as fait un preview des 8 équipes. Maintenant, aujourd'hui, tu vas débuter avec la division Pacifique. Puis tout comme la division centrale, tu vas commencer par les 4 dernières équipes de la division l'année passée. Donc en ordre, les Sharks, le Kraken, les Ducks et les Canucks. Puis justement, tu vas commencer avec les Sharks de San Jose. Justement, tu viens de nommer les 4 équipes qui étaient derniers. Déjà une surprise. Les deux, on était sûr que les Ducks étaient la deuxième pire de la division, mais c'est le Kraken en fait. Mais une chose qui est vraiment pas une surprise, c'est que les Sharks sont finis derniers de leur division. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'ils ont amélioré l'équipe? Est-ce qu'ils vont être encore dans les derniers? C'est ça qu'on va voir. Donc premièrement, ils ont fait une prolongation de contrat de 1 an à 1 million au jeune défenseur Shakir Mukamadouline. Donc c'est une prolongation pour un jeune qui est un troisième paire ou même extra pour leur défensive. Sinon, en attaque, ils ont fait une prolongation de contrat au jeune attaquant William Eklund, 3 ans, 5,6 millions. Mais lui, il faut dire que cette prolongation de contrat-là commence juste la saison d'après. Donc, il y a encore 4 ans avec leur équipe. Sinon, une légende des Canadiens de Montréal prolongée avec les Sharks, Colin White. Qui a joué 17 matchs avec l'équipe, il a fait 0 points avec les Canadiens, je pense. Donc lui, c'est 1 an, 775 000 $. Donc lui, c'est plus profondeur, peut-être même le club école. Ensuite de ça, ils ont signé Philippe Kourachev, 1 an, 1,2 million. Comme on le sait, pas l'année passée, mais l'autre d'avant, il avait juste le même trio que Connor Bedard, puis il avait fait 50 points. Cette année, il n'était pas sur son trio, ça a été plus difficile. Donc là, il a signé pour peut-être essayer de relancer sa carrière. Ensuite de ça, on a pu voir que les Sharks avaient de la misère à atteindre le plancher du cap salarial. Donc ils ont signé plusieurs joueurs à courte durée avec beaucoup d'argent pour atteindre ce plancher. Donc premièrement, John Klingberg, 1 an, 4 millions. C'est quand même beaucoup d'argent pour John Klingberg. Ça n'avait pas été très très bien dans les dernières saisons, des blessures et son jeu non plus n'était pas fantastique. Par la suite, ils ont signé Adam Gaudette, 2 ans, 2 millions. Donc lui aussi, c'est un ajout pour atteindre le plancher probablement. Il va sûrement jouer dans le middle six de leur équipe. C'est quand même triste de dire qu'il va jouer dans le middle six Adam Godet. Ensuite de ça, ils ont signé le défenseur Dimitri Orlov, qui est quand même bon, mais 2 ans, 6,5 millions par année, ça fait beaucoup d'argent pour Dimitri Orlov. Ensuite de ça, ils ont signé Jeff Skinner, 1 an, 3 millions. Donc juste avec ces 4 joueurs-là, ils ont eu 15,5 millions juste en 1 an. Donc là, c'est vraiment plus facile pour atteindre le plancher avec 15 millions de plus rajoutés comme ça. Mais ça rajoute quand même un peu de profondeur en attaque et en défense avec des vétérans pour encadrer leurs jeunes, comme on le sait, c'est les Bruni, Will Smith, Eklund, tout ça. Sinon, du côté des transactions, ils sont allés chercher un deuxième gardien en Alex Nedeljkovic contre un choix de troisième tour en 2028 aux Penguins de Pittsburgh. Par la suite, ils ont fait un échange de jeunes qui étaient plus tant jeunes, qui n'arrivaient pas à se développer. Ils sont allés chercher Shane Bowers des Devils du New Jersey contre Thomas Bordelot. Les deux, ils commençaient à être à 23, 24 ans, puis ça marchait pas. Donc peut-être une nouvelle ère pour les deux pourrait fonctionner. Par la suite, ils ont fait une ajout de profondeur avec Ryan Reeves en attaque contre Henry Tron au Maple Leafs de Toronto. Ensuite de ça, on avait parlé d'une transaction la semaine dernière à cause qu'on a parlé de Colorado. Colorado ont reçu Daniel Kouchin. Je trouve qu'il avait été très très bon dans la AHL l'année passée, donc je suis un peu déçu que les Sharks s'en débarrassent. Ils vont chercher en échange Oscar Olofsson, un jeune qui a de la misère un peu à se développer au Colorado. Peut-être qu'un changement d'adresse va l'aider. Donc ça, c'est les échanges que les Sharks ont fait. Rien de très majeur, rien de gros nom, on le sait. Les Sharks vont encore essayer d'être premiers au total l'année prochaine avec peut-être un Gavin McKenna. Même qu'on le sait, autre
autre que Gavin McKenna, il y a des très bons défenseurs, il y a une très bonne profondeur. Plusieurs parlent que c'est peut-être un des meilleurs repêchages depuis 5-10 ans. Donc, si c'est vrai, ça va être un très très bon repêchage. Donc, même autre que Gavin McKenna, c'est une bonne idée d'être encore mauvais pour les Sharks de San Jose. Par la suite, au repêchage cette année, qu'est-ce qu'ils ont fait? Deuxième au total, ils ont repêché le centre Michael Misa. C'était le meilleur attaquant disponible selon moi. C'est sûr qu'eux, ils auraient aimé ça avoir Matthew Schaefer, comme on le sait. Ils ont déjà Celebrini, Smith, Eklund, tout ça. Et en défense, à part Sam Dickinson, qui est le gros prospect à la défense, ils auraient peut-être pris un Matthew Schaefer pour vraiment compléter leur défensive. Mais comme je l'ai dit, cette année, il y a encore des bons défenseurs. Donc avec Michael Misha, il va avoir un bon punch en attaque avec Celebrini, premier centre, Michael Misha, deuxième centre. Par la suite, 30e au total, ils ont repêché Joshua Ravensbergen, un gardien de but. Quand même surprenant parce qu'on le sait, ils ont Askarov comme jeune gardien. Oui, il est plus tant jeune que ça, mais quand même, là, il a été repêché seulement en 2021. Donc, il peut encore se développer. Donc, prendre un autre gardien, c'est peut-être qu'ils n'ont pas confiance 100% à Askarov, mais en même temps, les gardiens, c'est plus dur à juger. Souvent, une année à l'autre, ça peut vraiment différer. Donc, avoir plusieurs gardiens, c'est jamais trop, surtout quand c'est des très jeunes gardiens. Par la suite, 33e au total, premier choix de la deuxième ronde. Ils ont choisi Simon Wang, le grand défenseur chinois de 6 pieds 6, 215 livres. Lui, quand tu le repêches, c'est vraiment pour son côté défensif, sa longue portée, parce qu'en saison, il a seulement eu 3 points, mais il a quand même été très très bon. Il a joué physique, il avait une longue portée, comme j'ai dit. Ensuite de ça, 53e, ils ont repêché Cole McNay. Moi, je l'aime beaucoup, Cole McNay. Je l'avais dans mon top 45 de mon classement pour le repêchage. Donc, je trouve que les Sharks ont fait très très bien. Peut-être que le gardien, je ne l'aurais pas pris, justement parce qu'ils ont Askarov, donc un autre choix. Mais j'aime quand même beaucoup leur repêchage. Sinon, ils ont eu un choix de troisième tour, deux choix de quatrième, un choix de cinquième et un choix de septième. Donc, quand même beaucoup de choix pour les Sharks, encore une fois, cette année. Donc, si rapidement on regarde leur alignement, qu'est-ce qui pourrait être plausible? On pourrait voir Eklund, Celebrini, Toffoli comme premier trio. Celebrini, très très bon dans les 200 à patinoire. Il était très bon cette première année, quasiment un point par match. Avec Eklund, qui ça commence à faire une coupe d'années qui est là, très très bon. Toffoli plus le vétéran de ce trio. Deuxième trio, j'ai mis Jeff Skinner, Will Smith et Adam Godet. Comme on le sait, Will Smith il a joué quelques temps à l'aile l'année dernière. Donc, si Michael Misa réussit à faire l'alignement, il pourrait tout de suite aller comme deuxième centre et Will Smith se tasser vers l'aile. Donc là, ça pourrait être très très mieux. Puis en plus de ça, Adam Godet pourrait descendre sur un troisième trio. Quand tu as Adam Godet sur ton deuxième trio, c'est plus difficile. Là, tu me dis peut-être que tu n'as pas mis le bon joueur. Sinon, c'est Philippe Kourachev, Colin Graff, Goudreau, donc il n'y a vraiment aucun bon choix à mettre à cet endroit-là. Sinon, tu peux peut-être tasser Smith à l'aile, monter Wenberg, mais même là, c'est pas fameux. Donc, troisième trio, j'ai Goudreau, Wenberg et Kourachev, pas fameux. Et quatrième trio, Reeves, Delandrea et Graff. Donc, c'est une attaque qui peut être intéressante à avoir joué vu qu'il y a des jeunes, les voir développer, mais sinon, c'est pas une attaque folle. Toi, tu penses quoi de cette attaque-là des Sharks? Ben écoute, je pense que c'est pas mal tout dit. C'est pas une attaque très très incroyable. Faut juste voir si Michael Misha peut se faire une place dans l'alignement. Puis je pense qu'il y aurait de la place. Je pense pas qu'un Colin Graff soit très essentiel que ça. Puis l'important pour les Sharks, c'est de former les jeunes. Donc en tant que tel, mais sinon, je vois pas c'est quoi qui peut changer. Ensuite de ça, si on continue avec la défensive, là c'est un peu différent. Il y a très peu de jeunes défenseurs, un peu comme Celebrini et Klun. C'est plus des vétérans, mais des vétérans moyens. Donc il y a Ferraro avec Klingberg que j'ai mis sur la première paire. Après ça, Orlov avec Liljegren. C'est peut-être lui en ce moment le plus jeune de cette défensive-là. Et Nick Leddy qui ont pris aux waivers des Blues. Et Vincent Desharnais. Sinon, il y a un gars comme Sam Dickinson qui a très bien fait dans le junior avec 91 points. Très bon dans les 200 à la patinoire. Peut-être qu'il pourrait commencer à faire une place dans l'alignement. Et c'est pas un Vincent Desharnais ou un Nick Leddy qui est vraiment indélogeable. Comme tu l'as dit, comme en attaque. En défense aussi, il y a de la place si les jeunes veulent commencer à faire leur place. Et en plus de ça, eux, ils essaient pas de gagner. Donc c'est pas grave si le jeune il joue et qu'il fait des erreurs. Comme on l'a dit, ils vont essayer d'avoir le premier choix. Et dans les buts, c'est Askarov et Nedeljkovic. Je pense qu'ils vont essayer de donner tout le temps possible à Askarov de pouvoir se développer. Donc toi, tu penses quoi de cette défensive-là et des gardiens? Ben écoute, c'est une équipe qui tank, là. Je pense que ça se voit au niveau. Là. C'est sûr que, ben, justement, c'est ça le truc qui est le fun quand t'es une équipe que t'es pas supposé gagner. Oui, les jeunes vont faire des gaffes, mais c'est la meilleure façon d'apprendre, moi, je pense. C'est en apprenant que tu deviens plus fort aussi. Tu te formes Askarov une saison comme ça. C'est sûr que ça peut être peut-être démoralisant pour un gardien, surtout un jeune, que tu commences dans la ligue, puis automatiquement, tu essaies de ton mieux, mais tu te fais massacrer pareil. Mais je pense qu'il peut quand même apprendre assez fort. Puis Nedeljkovic, c'est quand même une présence au niveau, genre avec une bonne présence vétérane, donc il peut avoir au moins des bons conseils là-dessus.
Puis aussi, il y a une chose que je voulais dire, les joueurs qui ont signé comme Klingberg, tout ça, sont souvent signés seulement une année. Donc ça se peut qu'on voit beaucoup de Mm. mouvements à la date limite. Genre par exemple, si Klingberg, à la date limite, il est rendu à 30-35 points, tu retiens la moitié de son salaire, tu pourrais quand même recevoir quelque chose d'intéressant. Donc là-dessus, on peut voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc peut-être que c'est une équipe aussi qui va rajouter d'autres contrats comme un peu d'autres équipes avaient fait avec Weber, Datsuk dans le temps, que peut-être un Carey Price pourrait se rendre là pour qu'il atteigne le plancher. Parce que si tu donnes Klingberg, tu donnes Adam Godet, tu donnes Kourachev, tu donnes Wenberg, ben là ton plancher tu l'atteins plus. Donc ça pourrait être une équipe à surveiller pour faire plusieurs transactions. Donc voici le preview pour les Sharks pour la saison prochaine. Donc tout de suite on va continuer avec le Kraken. Comme on a dit, surprise, on pensait que ça allait être les Ducks qui étaient deuxième avant-dernier de cette division, mais finalement c'est le Kraken qui sont avant-dernier. Donc surprenant, on dirait que ça n'a pas fonctionné. On le sait, ils ont fait les séries il y a quelques années. Puis c'était quand même rendu loin en éliminant Colorado, mais là ils n'ont pas réussi. Donc, si on continue pour les signatures, ils ont signé, ils ont fait une prolongation de contrat à Josh Murrah, 2 ans, 907 000 par année. Par la suite, leur grosse signature, c'est Ryan Lindgren, 4 ans, 4,5 millions de dollars à la défensive. Un peu comme tous les autres joueurs de leur équipe, c'est un joueur correct, sans plus, qui s'en va chercher. Ensuite de ça, ils ont signé en profondeur pour, dans les buts, Matt Murray, 1 an, 1 million. Par la suite, après l'avoir repêché dans le top 10, Jake O'Brien a signé son contrat d'entrée. Donc lui, on est sûr, même s'il va jouer dans le junior, il ne pourra pas aller en NCAA vu qu'il y a un contrat de joueur professionnel. Par la suite, ils ont signé 3 prolongations de contrat à une à Ty Cartier, qui a 2 ans, 1,250 000 par année. Par la suite, Capo Caco, prolongation de 3 ans, 4 525 000 Donc Capo Caco, je trouve que depuis la transaction, il joue vraiment mieux, il y a plus de temps. Comme on le sait, avec les Rangers, ils étaient comme pris sur le troisième trio, il n'y avait pas beaucoup de jeux. Mais là, avec les pas les Sharks, les Kraken, il a même pu jouer sur le premier trio. Puis je pense que c'est là qu'il va commencer la saison. Donc on va voir son développement, qu'est-ce que ça va se donner. Mais encore une fois, c'est encore un joueur bon, sans plus. Un autre joueur du même type pour le Kraken. Par la suite, en défensive, ils ont fait la prolongation de Riker Evans, un jeune défenseur qui pourrait monter dans l'alignement, 2 ans, 2 millions de dollars. Ensuite de ça, ils ont fait des transactions, 3 transactions. La première, sont allés chercher Mason Marchment contre un choix de 4e tour en 2025 qui ont donné aux Stars, qui est devenu Brandon Gordzinski, un choix de 3e tour en 2026. Encore une fois, un attaquant qui est bon sans plus, qui est fait pour jouer sur le milieu d'alignement. Donc, encore une fois, le même type de joueurs qu'ils vont chercher. Ils n'ont pas encore leurs joueurs vedettes, c'est encore des joueurs de milieu d'alignement. Par la suite, ils ont donné Andrei Burakovsky aux Blackhawks de Chicago contre Joe Veleno. Et tout de suite après, ils ont racheté le contrat de Veleno. Donc, probablement, c'était pour se débarrasser du contrat de Burakovsky. Mais en même temps, ils n'ont pas fait de gros mouvements. Ils ne sont pas allés chercher comme un joueur à 8-9 millions. Donc, je me dis, peut-être qu'il aurait pu le garder, mais peut-être c'est lui aussi qui voulait s'en aller. On ne connaît pas tout dans le vestiaire. Par la suite, ils sont allés chercher Frédéric Gaudreau, un centre du Wild en échange contre un choix de 4e tour qui est devenu Adam Benak. Encore une fois, un attaquant de milieu d'alignement bon mais sans plus. Donc si on voit le thème avec le Kraken, beaucoup de joueurs bons sans plus de milieu d'alignement. Ensuite de ça, au repêchage, j'ai quand même aimé leur repêchage. 8e au total, ils sont allés chercher Jake O'Brien, un très bon passeur, très intelligent. J'adore ce choix-là. Mais en même temps, je me dis, ils ont déjà beaucoup de centres. Ils ont repêché Berkeley Catton récemment. Ensuite de ça, ils ont déjà Shane Wright, ils ont déjà Matty Beniers qui sont jeunes, qui ont l'air de bien se développer. Matty Beniers est un peu stagné, mais on voit que Shane Wright, il prend quelques steps à chaque année. Donc là, je me dis, ils ont beaucoup de centres, mais en même temps, si eux se disent c'est lui le meilleur, ils prennent le meilleur joueur disponible, mais c'était un bon choix selon moi. Ensuite de ça, 36e, ils ont pris Blake Fiedler. Moi, je l'avais dans mon top 25 dans mon classement. Donc, je trouve que c'est un très bon joueur. C'est un bon défenseur droitier de gros gabarit qui est bon dans les deux sens, surtout défensif. Par la suite, il y avait aussi un choix de 3, un choix de 5 et 2 choix de 7e tour. Donc, si on regarde rapidement l'alignement que le Kraken pourrait avoir, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de joueurs bons sans plus de milieu d'alignement. Donc, le premier trio, c'est McCann, Peniers, Capo-Caco. Il n'y a rien qui dit waouh, quel bon premier trio, mais en même temps, c'est un solide trio qui te fait pas mal quand il est sur la patinoire, mais rien d'incroyable. Deuxième trio, Schwartz, Stephenson et Eberle. Et troisième trio, Marchman, Wright, Tolvanen. Je pense que Wright, s'il commence bien la saison, pourrait monter rapidement dans l'alignement. En même temps, je me dis, il n'y a pas vraiment de premier trio, c'est comme 3 deuxièmes trios à peu près. Et ensuite de ça, comme 4e trio, tu as Cartier, Gaudreau et Nyman. Donc je me dis, si il y a un joueur qui commence à bien jouer sa saison, on pourrait facilement monter sur leur premier trio. À part peut-être Cartier qui est plus un gars de 4e trio. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Ben écoute, tu l'as très bien expliqué, c'est une équipe qui est. Ben, c'est une attaque qui est moyenne, tout simplement. C'est plein de joueurs. C'est comme tu l'as dit, ils n'ont pas leur superstar encore en tant que tel. Donc c'est beaucoup
de joueurs de moyens qui étaient des 2, des 3e trio. Donc, il n'y a rien qui est très wow, mais ça peut être quand même une attaque qui. C'est pas une attaque qui produit nécessairement beaucoup, mais quand même, là, ça peut être une attaque sympathique. Sympathique. Sinon, Ouais. c'est du côté de la défensive. Là, on a peut-être un défenseur qui est plus classé comme première paire. Vince Dunn, qui est quand même un très bon défenseur, qui joue avec Adam Larson, qui a très bien terminé sa saison après les 4 nations. Deuxième paire, tu as Olekshak Montour. Donc, c'est quand même un bon top 4. Mais encore, tu n'as pas de défenseur qui te dit waouh, j'ai le goût de voir cette équipe-là. Peut-être plus Vince Dunn, mais quand même, c'est pas un défenseur top 10 non plus. Et comme troisième paire, tu as Ryan Lindgren et Riker Evans. Peut-être que Lindgren vont l'essayer plus haut dans l'alignement parce qu'ils l'ont quand même payé 4 ans, 4,5 millions. Donc peut-être qu'ils croient plus en lui. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça va être comme trois paires qui vont jouer 15, 20, 25 minutes chacune. Genre plus que genre 25, 18 puis 12. Je pense que ça va être plus être équilibré. Ensuite de ça, dans les buts, Joey Daccord qui est très très bon depuis quelques saisons. Et Philippe Grubauer comme deuxième gardien. Ça fait quand même le travail. Mais un deuxième gardien payé 5,9 millions, ça Ouais. fait beaucoup. Puis comme on le sait, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose qu'avec Gorgiev. Il paraissait mieux avec Colorado à cause de leur défensive vraiment très très forte que qu'est-ce qui était en tant que tel. Donc toi, tu penses quoi de la défensive puis des gardiens de but? Ben écoute, c'est une défensive sympathique. Ça peut être sympathique aussi, ben, je l'ai déjà dit, mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que le fait que les trois paires sont quand même relativement assez égales, ils peuvent jouer chacune quand même relativement égale. Donc, ça l'évite, par exemple, certaines paires de défenseurs trop utilisés. Là. Moi, exemple de défenseur trop utilisé, je vais toujours penser à Thomas Chabot en début de carrière, qui jouait déjà des 28 minutes quand Ottawa n'avait pas de défensive. C'est que ils l'ont comme un peu rushé. Donc là, au moins, des jeunes défenseurs comme par exemple Riker Evans, il va pouvoir jouer, mais pas trop non plus. Ils vont pouvoir jouer les trois paires égales, donc ça peut aider à préserver les joueurs en tant que tel. Puis les gardiens, Joey Daccord, depuis la classique hivernale en 2024, on dirait qu'il a vraiment un déclic, puis il joue très très bien. Puis Grobauer, comme tu l'as dit, comme Georgiev, il paraissait vraiment mieux quand il était avec Colorado. Puis sinon, un petit mot pour les extras. Très heureux de voir ma Yachts Legend John Hayden présent, en espérant qu'il puisse faire le 4e trio. Et aussi, comme tu as dit, des joueurs qui sont trop utilisés en défensive. Moi, ça me fait tout de suite penser à Matheson. C'est un très bon défenseur, mais avec Montréal, il jouait des 27-28 minutes, que là, ça l'amenait à faire des erreurs. Donc ça peut aider les défenseurs à faire moins d'erreurs s'ils jouent le nombre de minutes qu'ils devraient jouer. Donc ça, c'est un très bon point qui a amené de ne pas trop faire jouer des joueurs. Sinon, si on continue avec les Ducks, une équipe qui a été quand même surprenamment bonne, qui a pris un pas en avant l'année dernière. Oui, ils n'ont pas fait les séries, mais on voit qu'à chaque année, ça commence à monter. Peut-être que cette année, ils vont prendre un autre jump. Ils sont allés chercher quelques vétérans pour justement peut-être aller prendre ce prochain niveau. Donc, si on regarde les signatures qu'ils ont faites, ils ont donné une prolongation de contrat 2 ans, 2,2 millions à Vili Husso, un gardien de but. Comme on le sait, ils ont donné John Gibson. Donc, peut-être que ça va être lui le deuxième gardien. Ensuite de ça, leur gros mouvement qu'ils sont allés chercher, le plus gros joueur qu'ils sont allés chercher, c'est Michael Granlund, 3 ans, 7 millions. Donc, lui, on le sait, c'est un centre naturel, mais il peut jouer aussi à l'aile. Et l'année dernière, il a été très très bon vétéran, donc il pourrait mentorer les jeunes. Et aussi, on le sait, il est quand même bon au centre des mises en jeu. Donc si McTavish ou Carlson ont de la misère à prendre les mises en jeu, lui, il pourrait facilement venir les prendre. Par la suite, un autre gros mouvement qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont signé une prolongation de contrat de 5 ans, 6,5 millions à Lucas Dostal. Moi, je pense que c'est un très bon choix. On le sait, il y a plusieurs jeunes gardiens qui essaient de faire leur place dans la Ligue nationale. Puis c'est plus dur, comme on l'a dit, Askarov, ça fait quelques années qu'il essaie. Wallstead avec le Wild, ça a été plus difficile. Donc lui, Dostal, cette année, il a vraiment prouvé qu'il était prêt. Donc je pense que c'est une très bonne prolongation de contrat. Par la suite, Sam Colangelo, prolongation de 2 ans, 850 000 par année. Vraiment un joueur de profondeur. Et Drew Ellison, 2 ans, 1,1 million par année, un défenseur de profondeur. Quand même assez jeune, donc lui, il pourrait se développer. Donc, quand même plus de prolongation. Ils ont seulement un gros joueur qu'ils sont allés chercher, mais c'était probablement le plus gros centre disponible au marché des joueurs autonomes, puisque comme on le sait, Tavares avait signé, Duchesne avait signé, donc il n'y avait pas vraiment de gros noms disponibles. Comme on le sait, si Dvorak signe pour 5,4, 7 millions pour Gramlund, c'est pas si pire que ça quand tu regardes les comparaisons. Par la suite, les transactions qu'ils ont faites sont allés chercher Chris Kreider plus un choix de quatrième tour, c'est un gardien. Je vais essayer de le prononcer. Je connais le Ouais. gardien, mais j'ai toujours eu de la misère à nommer son nom. C'est Ilaya Nuenzwender. C'est sûr que je l'ai massacré. Mais lui, c'est un gardien. Il y avait un gars à ma job qui regarde beaucoup les gardiens de but. Puis il m'a dit que c'était quand même un gardien très bon. Qu'en troisième, quatrième round, il prendrait peut-être une chance avec ce gardien-là.
Donc ça, c'est le choix qu'ils sont allés chercher. Et ils ont donné aux Rangers Carey Terrence et un choix de troisième tour qui est devenu Artyom Gonchar. Donc j'ai l'impression que les Rangers sont vraiment juste débarrassés de Kreider pour faire peut-être de la place sous le plafond salarial, mais en même temps, ils ont signé personne de très gros, pour peut-être Gavrikov, mais en même temps, avec le salaire qu'ils ont donné de Miller en s'en débarrassant, il y avait déjà la place pour Gavrikov, donc peut-être aussi c'était peut-être un problème dans le vestiaire, on le sait pas, on le sait, c'était plus dans le vestiaire avec tous les problèmes qu'ils ont eu, plus que sur la glace, les problèmes des Rangers. Mais pour les Ducks, ça amène un gars vétéran aussi, il y a une coupe d'années, il a déjà marqué 50 buts, il a toujours été bon en série, donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont allés le chercher. Par la suite, ils sont allés chercher un centre de quatrième trio en Ryan Paling et un choix de deuxième tour qui est devenu Eric Nilsson. Eric Nilsson, moi je l'avais quand même très très haut dans ma liste. Donc je trouve que c'est un très bon choix. Même que je connais un de mes amis que lui il l'avait dans son top 20. Là. Il l'aimait beaucoup. Donc ça pourrait être un vol pour eux de l'avoir eu en deuxième ronde. Et un choix de quatrième tour en 2026 contre Trevor Zegras. Donc comme on le sait, ça faisait plusieurs années que Zegras, ça marchait plus ou moins bien avec les Ducks. Il avait bien commencé sa carrière avec des saisons de 60 points, mais là c'était plus difficile, donc peut-être un changement d'adresse va l'aider avec les Flyers. Et par la suite, ils sont allés chercher un gardien, bien plus en fait, ils se sont débarrassés de leur gardien, John Gibson, contre Peter Mrazek, un autre gardien, un choix de 2 en 2027, un choix de 4 en 2026. Donc il va y avoir probablement une bataille entre Mrazek ou So, savoir qui va être le deuxième gardien. On va voir qu'est-ce que ça va donner, qui va prendre la place. Je pense plus que c'était Détroit qui avait besoin de faire de la place sous le plafond salarial, donc ils ont donné Peter Mrazek pour avoir John Gibson. Et en voyant cette transaction-là, puis en me fiant à Markstrom et Ulmark, qui n'ont pas tant coûté cher, ils ont seulement coûté des choix de premier tour et pas comme un gros prospect ou un joueur déjà établi, je me dis que les Oilers qui cherchent un gardien depuis plusieurs années, tu me dis que Mm. tu n'aurais pas pu payer genre Calvin Pickard, un choix de 2 puis un choix de 4 pour aller chercher Gibson, qui est vraiment un très bon gardien. Je me dis que peut-être qu'ils ont confiance en Skinner, puis c'est lui qui va prendre la place pour les autres. Mais en même temps, en série, il faisait jouer Pickard, qui est un backup. Donc je me Mm. dis, c'est un peu étrange, mais en même temps, c'est les Oilers. On le sait que des fois, ils font des moves un peu étranges. Mais on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont continuer avec Skinner, puisqu'on le sait. C'est pas été seulement lui la faute de leur défaite, mais ça l'a pas aidé, là, disons, en finale. Ouais. Ouais, effectivement, changer de gardien de ce temps-là, ça aide pas. Là. Surtout en série. Ensuite de ça, au repêchage, ils ont repêché 10e Roger McQueen. Roger McQueen, s'il n'y avait pas eu de blessure pendant son année de repêchage, probablement qu'il serait battu pour le top 5, peut-être même le top 3. C'est un grand centre de 6 pieds 5 qui a des mains, qui est quand même rapide. Donc, tous les équipes normalement aiment ça, mais il s'est blessé au dos, il a manqué beaucoup de matchs. Il avait commencé la saison, si je ne me trompe pas, avec 8 buts en 8 matchs pour commencer, dont un match que c'était 3 ou 4 buts qu'il avait fait. Donc, vraiment, il avait été très très bon. Un très bon début de saison. En plus de ça, là, les Ducks, ils ont vu l'opportunité avec son famille McQueen de faire du marketing. Ils sont directement après l'avoir repêché, dans la même soirée, là. Genre quelques temps après l'avoir repêché, genre quelques minutes, quelques heures. Ils sont allés à Disney avec lui. Ils ont pris une photo avec Flash McQueen, puis il a décidé de prendre le numéro 95 avec les Ducks. Donc même si, à cause de sa blessure, il réussit pas à faire une place, ben, il va déjà avoir vendu des billets, va faire du marketing avec lui. Donc je pense que ça aussi, ça a été pris en compte quand les Ducks l'ont choisi. Et pas juste ça, c'est que le fait que les Ducks ont déjà Léo Carlson, ils ont déjà Mason McTavish, ils ont déjà plusieurs jeunes joueurs, Cotter Gauthier. Donc, si Roger McQueen fonctionne pas à cause de ses blessures, même que de ce que j'ai entendu, sa blessure, c'était vraiment une blessure de casser, réparer, ça va rester. C'est pas comme une blessure qui peut revenir, de ce que j'ai compris, mais en même temps, je suis pas médecin puis j'ai pas tout vu les rapports. Donc, s'il fonctionne pas puis qu'il reste blessé, ben ils ont déjà leur noyau, donc c'est pas si grave que ça comparé à une autre équipe qui commence sa reconstruction. Mais s'il réussit à atteindre son plein potentiel, là c'est un coup de circuit que moi je pense c'est un très bon choix pour les Ducks. Et à la suite, comme on a parlé un peu plus tôt, Eric Nelson, 45e. Sinon il y avait aussi un autre choix de deuxième tour, un choix de troisième, deux choix de quatrième, deux choix de cinquième tour, un choix de sixième et un choix de septième. Et un de leurs choix de cinquième tour, on veut le mentionner, c'est Émile Guité qui joue pour les Saguenayens. En début de saison, il était classé fin première ronde, début deuxième. Donc c'est quand même triste de l'avoir vu glisser. Comme nous, on a vu plusieurs matchs des Saguenayens, vu qu'on habitait justement dans la région. L'année d'avant, on l'avait trouvé quand même bon. Puis cette année, c'était un peu décevant. Donc espérons qu'il peut peut-être revenir, puis peut-être se tailler une place. Puis comme on le sait, les Ducks aiment repêcher des Québécois de la LHGMQ, comme Maxime Massé l'ont déjà fait. Nathan Mm. Gaucher aussi qui ont repêché. Donc c'est pas surprenant que les Ducks prennent une chance avec un gars du Québec. Si on regarde rapidement l'alignement des Ducks
Comme premier trio, j'ai mis Cote Gauthier, Léo Carlson et Troy Terry. Léo Carlson qui avait très bien fini la saison. Après les 4 nations, il avait quasiment 1 point par match, donc vraiment très très bonne fin de saison. Ensuite ça, comme deuxième trio, il y a Vatrano, McTavish et Granlund. Donc McTavish toujours pas signé. On attend de voir s'il va avoir une prolongation de contrat. Est-ce que c'est parce que lui demande trop d'années ou l'inverse, peut-être que lui il en veut pas beaucoup puis il veut long terme, on le sait pas. Est-ce qu'il demande trop d'argent? Parce que oui, on le sait, c'est un bon jeune joueur qui vaut la peine, mais il a toujours pas fait de saison de 60 points. Donc peut-être que l'équipe est réticente d'y donner 8, 9, 10 millions. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va arriver avec lui. Est-ce qu'il va se faire échanger? Ça m'étonnerait. C'est un gros centre que toutes les équipes aiment bien avoir. Un jeune centre de gros gabarit capable de faire des points. Ensuite de ça, j'ai fait un troisième trio, plus de vétérans en Kreider, Strome et Killorn. Donc, ça commence à être quand même intéressant quand sur ton troisième trio, tu as des joueurs qui sont quand même capables de faire une coupe de points, qui savent comment bien jouer. Et tu as un quatrième trio qui est vraiment un quatrième trio avec Harkins, Peeling et Colangelo. Comme Peeling, on était déçus avec les Canadiens après son championnat du monde junior qui avait été vraiment très bon, le joueur par excellence. Après ça, il a marqué 3 buts à son premier match. On pensait que c'était le prochain Wayne Gretzky. Mais là, il a quand même trouvé sa niche en étant un très bon joueur de quatrième trio avec de la vitesse. Donc ça, c'est quand même le fun de voir. Donc moi, je trouve que leur centre, s'ils re-signent McTavish, c'est une très bonne ligne de centre. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cet alignement-là en attaque? Ben écoute, l'attaque justement est très intéressante. C'est sûr qu'il faut vraiment qu'il signe McTavish pour éviter qu'il y ait trop un gros trou. Mais sinon, pour elle, c'est une attaque qui est quand même relativement assez complète. Puis elle peut faire mal en saison régulière en tant que telle, surtout si Carlson continue sur sa montée en tant que telle, que McTavish aussi continue à monter d'une certaine façon. Tu sais, ça peut être une attaque dangereuse. Peut-être pas à faire les séries, mais on voit qu'à Anaheim, ça s'approche tranquillement. Ils vont dans la bonne direction pour leur reconstruction, ça va bien. Ils font pas du sur place, un peu comme Buffalo, que ça monte pas. Là. À chaque année, on les voit graduellement monter au classement. Donc peut-être dans 1, 2, 3 ans, ils pourraient être une équipe à surveiller. Donc si on continue en défensive, il y a Jackson Lacombe. Lui, vraiment, il y a quelques années, c'était un nobody. Puis là, tout d'un coup, il a décidé qu'il voulait être un excellent joueur de la Ligue nationale. Puis ça a fonctionné. Donc si on continue, lui, il va probablement jouer avec Jacob Trouba. Donc, ils sont allés chercher l'année passée des Rangers. Donc, comme on voit, les Rangers, ils ont en fait un changement complètement dans le vestiaire. Comme on sait, Trouba, c'était le capitaine. Kreider, c'était un assistant. Donc, ils ont dit, on essaie de nouveau. Donc, là, les Ducks, lui, se sont dit, on va amener des vétérans. Ensuite de ça, ils ont Minchwikov avec Goudas. Encore un jeune avec un vétéran. J'aime bien quand les gens font ça. Ensuite de ça, tu as Zellweger qui va jouer avec Ellison. Donc, Zellweger, jouer sur une troisième paire, j'ai comme la difficulté. Mais en même temps, est-ce que t'as mis Minchwikov sur une troisième paire, lui aussi c'est Ouais. difficile. Puis Jackson Lacombe, il a vraiment très très bien joué. Donc peut-être qu'il y en a un qui va se faire tasser à droite. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle combinaison ils vont essayer. Mais c'est ça qui va avoir lieu pour la défensive. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive-là? Ben écoute, c'est une défensive complète, peut-être pas la plus rapide, surtout du côté droit. Là, Trouba, Goudas, c'est pas les gars les plus rapides non plus. Mais c'est une défensive qui peut être très, 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 très performante. Toutefois, regarder un peu, checker, se méfier du côté jeunesse, ça peut encore faire des erreurs, bien sûr. Mais justement, le fait de mixer un jeune avec un vieux, ça peut être très bénéfique pour leur progression. Puis, sincèrement, une bonne défensive aussi. Là. C'est pas la meilleure, mais pas la pire non plus. Sinon, du côté des gardiens de but, comme on en a parlé tantôt, Dostal et Yuso, peut-être que ça va être Mrazek, on va voir. J'ai mis Uso, je pense que c'est lui qui va être là. Parce que s'il re-signe un gardien, sûrement parce que tu penses qu'il va jouer, surtout à 2 millions à peu près qu'ils l'ont signé. Mrazek, je pense pas que c'était pour le salaire pour faire fonctionner la transaction. Donc ça, c'est les Ducks. J'ai l'impression que ça va être une bonne équipe qui va monter, peut-être se battre pour une place en série, mais faire un petit bout de chemin, ça va être compliqué de se rendre en série et de peut-être faire, s'ils se rendre loin. Je pense que c'est une équipe qui va encore apprendre peut-être 1 an ou 2 de plus avant de vraiment être une équipe compétitive. Si on continue avec la dernière équipe, les Canucks de Vancouver, ils ont fait quand même plusieurs signatures. Si on commence avec Tom Willander qui a signé 3 ans, 950 000 sur son contrat d'entrée. Un jeune qui avait été repêché en première ronde. Sinon, ils ont fait des prolongations de contrat à Max Sasson, 1 an, 775 000 un joueur de profondeur en attaque. Derek Forbert, 1 an, 2 millions, lui aussi profondeur, mais en défensive. Sinon, ils ont signé Atou Ratti, 2 ans, 775 000 lui a des chances qu'il soit sur le troisième trio ou le quatrième trio. Il a quand même bien fait, je trouve, l'année dernière. C'est ça, Connor Garland, ça, c'est une plus grosse signature pour l'occasion de contrat de 6 ans, 6 millions. Il fait quand même bien depuis son arrivée avec les Canucks. Ensuite de ça, Thatcher Demko dans les buts.
Il a signé pour 8,5 millions, mais seulement 3 ans, parce qu'on le sait, c'est un gardien qui est souvent blessé, mais quand il est à son prime, à son meilleur, à son pic, c'est un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale, mais comme on le dit, souvent blessé, donc c'est pour ça là, seulement 3 ans, parce qu'imagine, tu le signes 8 ans, puis après 4 ans, il joue plus un peu comme Price, ça pourrait être un peu plus touché. Sinon, un joueur qu'on pensait qu'elle allait quitter l'équipe, c'est Brock Besser. Il a même été au marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Finalement, peut-être qu'il a vu qu'il n'y avait aucune équipe qui lui offrait plus que les Canucks. Donc, il a signé 7 ans, 7,250 millions de dollars. Puis, qu'est-ce qui nous faisait penser qu'elle allait quitter? C'est le fait qu'il y avait une photo qui avait circulé sur les réseaux sociaux où qu'il avait reçu comme un cadeau avec un bâton puis un chandail signé de tous les joueurs de l'équipe des Canucks. Donc, on se disait, ah, ok, peut-être qu'il va partir, mais finalement, il reste avec l'équipe. Ensuite de ça, ils ont signé Pierre-Olivier Joseph, 1 an, 775 000 dollars. Ensuite de ça, ils ont signé 2 joueurs qui ont repêché en première ronde cette année. Brendan Coates, 3 ans, 975 000 dollars pour son contrat d'entrée. Et le gardien Alexei Medvedev, son contrat d'entrée, 3 ans, 923 000 dollars par année. Et une signature qu'ils ont faite dans la dernière semaine, on vous en avait parlé la semaine dernière. Vitali Kravtsov, 1 an, 775 000 dollars. Par la suite, si on regarde du côté des transactions, ils ont fait quelques transactions. Premièrement, ils sont allés chercher Evander Kane contre un choix de 4e tour qui est devenu David Lewandowski. C'est quand même assez drôle qu'ils sont allés chercher Evander Kane, parce que l'année dernière, on le sait, il y avait eu des problèmes dans le vestiaire, ça avait même été public. Le directeur général s'en avait mêlé, l'avait dit aux médias. Donc, ils ont échangé JT Miller pour changer ça. Ils vont chercher Evander Kane. Lui-même, c'était un problème dans les vestiaires. Avec les Oilers, ça avait l'air d'être moins pire, mais avec les Sharks, ça avait été terrible. Ouais, effectivement. Ensuite de ça, si on regarde, ils sont allés chercher aussi Ilya Safonov contre considération future, donc ça, ils l'ont eu gratuit. Ensuite de ça, ils ont donné Arthur Silov aux Pingouins contre choix de 4 et Steelman. Et on en avait parlé un peu avant de faire l'émission, quand on checkait quelle transaction a fait. Comme on le sait, Demko, il se blesse tout le temps. Donc, pourquoi tu n'aurais pas gardé Silov qui aurait pu être un peu une police d'assurance? Donc là, tu le donnes. Là, ça va être qui le troisième gardien? Ça va être plus dur si Demko se blesse. Donc, eux, ils doivent prier que Demko reste en santé. Par la suite, ils ont donné Dakota Joshua à Toronto contre un choix de 4e tour en 2028. Ça, sûrement qu'il n'y avait pas assez d'argent pour signer un gars comme Besser, Garland. Donc, ils ont fait un peu de place sous le plafond salarial. Sinon, du côté du repêchage, 2 joueurs qu'on a parlé. Brendan Coates, 15e au total. C'est un centre très bon dans les 200 à patinoire, je l'aimais quand même bien. Et Alexei Medvedev, un gardien de but qui ont repêché 47e. Sinon, il y avait aussi un choix de 3e tour, 5e tour, 6e tour et 7e tour l'année dernière. Si on regarde rapidement l'alignement, c'est bon, mais pas fou non plus. C'est une équipe qui va peut-être se battre pour une place en série, mais j'ai l'impression que ça va être difficile. Premier trio, tu as DeBrusk, Elias Pettersson et Brock Besser. Faut que Elias Pettersson retourne à être le Elias Pettersson qu'on connaît si on veut que cette attaque-là fonctionne. Deuxième trio, tu as Evander Kane, Chytil. J'ai hésité à mettre Laker Mackey ou Garland sur le deuxième trio. On va voir si Laker Mackey est capable de prendre vraiment une place dans l'alignement. On sait que c'est un jeune joueur. Ensuite de ça, troisième trio, Oglander, Atirati et Connor Garland. Quatrième trio, Drew O'Connor, Teddy Bluger et Kiefer Sherwood. Sherwood avait quand même très bien fini la saison. On sait que c'est un gars physique, mais il avait fait plusieurs points, une 15-20 de points pour terminer la saison. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de cette attaque-là? Ben écoute, c'est une attaque qui est pas super. Je la comparerais un peu à elle du Kraken, sauf que elle du Kraken, ben, contrairement à elle du Kraken, il y a potentiellement plus de star power avec du Pettersson puis du Besser. C'est sûr que ça vole pas trop haut, sachant que Besser puis Pettersson, surtout Besser, j'ai l'impression que des fois ça va, c'est en montagne russe. C'est en dents d'ici. Des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Pettersson, l'année passée, ça n'a pas très bien été non plus. Puis DeBrusk, c'est pas vraiment un gars de premier trio non plus. Donc, c'est une attaque qui est correcte, qui est relativement complète, mais qui vend pas du rêve non plus, là, mettons, à part pour le premier trio. Sinon, du côté de la défensive, tu as Quinn Hughes avec Ronek. Je trouve ça, c'est une très bonne première paire. On le sait, Quinn Hughes, un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, même dans le débat, pour être peut-être premier avec Kel McCarr. Par la suite, une deuxième paire plus défensive avec Marcus Pettersson et Tyler Myers. C'est ça, comme troisième paire, ça va être Forbird avec Elias Nils Pettersson. Ils ont même mis son deuxième nom pour le différencier. Parce que les deux s'appellent Elias Pettersson, l'attaquant et le défenseur. Les deux sont suédois, les deux s'écrivent pareil. Donc pour le différencier, ils ont même dû mettre son deuxième nom. C'est quand même très très drôle. Là. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette défensive? Ben écoute, à part la première paire en tant que telle, ça vend pas du rêve non plus. Là, c'est moyen. C'est tout ce que j'ai à dire. Au moins, il y a Quinn Hughes, Philippe Ronek. Là, c'est sûr que dans les prochaines années, en espérant que les Canucks aient une année correcte, parce que là, il va falloir convaincre Quinn Hughes de re-signer. Puis on sait que Quinn Hughes veut potentiellement amener dans sa vie aller jouer avec ses frères.
Ça tombe bien que 2 des 3 sont présentement à New Jersey. Donc, peut-être que Quinn Hughes devrait signer aux Devils. Donc, en tout cas, il va falloir essayer de le convaincre qu'il reste plus longtemps en tant que tel. Mais sinon, pour la def, à part Quinn Hughes puis Ronek, c'est correct sans plus. Là. Ça vend pas du rêve, comme on dit. Ensuite de ça, dans les buts, on a Demko et Lankinen. Quand les deux gardiens sont en santé, c'est un très bon duo de gardiens de but, mais comme je l'ai dit, il faut qu'ils soient en santé. Donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, les extras, il y a Sasson et Kratsov, deux signatures qu'ils ont faites cette année. Donc ça, c'était le petit preview que j'ai fait pour le début de la division Pacifique. Donc dans ces équipes-là qui n'ont pas fait les séries, l'équipe que j'ai l'impression qui a le plus de chances de nous surprendre, c'est peut-être les Ducks. Les autres, ils me vendent pas vraiment du rêve. Là. Comme les Canucks, j'ai trop de si. Si Peterson connaît une bonne saison, si Evan Durkin est capable d'être bon dans le vestiaire, si les Mackey fait l'équipe, si Demko est en série, en santé. Donc si. À un moment donné, il y en a trop. Là. Puis sinon, le Kraken, ça, c'est pas une équipe impressionnante. Puis les Sharks, ça va tank. Donc, ouais, c'est ça. Pour les Ducks, je vois pas c'est qui pourrait faire les séries dans ces équipes-là. Donc, parfait, PO. Donc, la semaine prochaine, on va passer aux autres équipes de la Pacifique, ceux-là qui restent. Donc, c'est-à-dire les Flames, les Oilers, les Kings et les Golden Knights. Puis là, on va passer au dernier bloc, le bloc du mont Rushmore. Donc, en gros, comment on a décidé de fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on a sorti une liste de plusieurs attaquants, de défenseurs puis de gardiens, probablement dans les meilleurs d'histoire de la Ligue nationale. Puis pour rappeler, le mont Rushmore, c'est un monument aux États-Unis. Un monument, en gros, c'est un mont en tant que tel, une espèce de montagne, où il y a le visage de 4 anciens présidents marquants de l'histoire des États-Unis qui est gravé. Donc, en gros, dans notre mont Rushmore de la LNH, de l'histoire de la LNH, on va essayer de mettre 4 noms marquants de l'histoire de la LNH en tant que tel qui auraient de la place sur le mont Rushmore, même si parmi tous les noms qu'on a mis, il y en aurait bien plus que 4 qui auraient leur place en tant que tel. Donc, si tu veux, je peux commencer à sortir les attaquants. Je ne vais pas nécessairement énumérer toutes les stats pour pas que ça soit trop long, mais au moins insister sur les stats marquantes. Tout d'abord, comment parler de l'histoire de la LNH puis de joueurs marquants sans parler de probablement le meilleur joueur de tous les temps, Wayne Gretzky. Premier dans l'histoire pour le nombre de points, deuxième pour le nombre de buts depuis la fin de l'année passée. Sinon, c'est 4 Coupes Stanley, c'est 2 trophées Conn Smythe, une très très bonne longévité. Il a joué plus de 20 ans dans la Ligue nationale, si on compte ses années à l'Association mondiale en plus. Donc, vraiment, le joueur qui a défini, le The Great One, puis c'est pas pour rien. Également, un autre que lui, sa carrière est vraiment un si s'il n'avait pas été touché autant par les blessures puis les maladies, c'est Mario Lemieux, qui lui a surtout été connu pour avoir joué avec les Penguins. Il a juste joué avec cette équipe-là. Lui, c'est 1723 points en carrière, donc seulement 8e de tous les temps dans la LNH. Mais sauf que, par contre, il a fait en moins de 1000 matchs. Donc, c'est 1723 points en 915 matchs. Contrairement à Gretzky, que lui, c'est 2857. Puis on est au-dessus de 1000 matchs, puis de loin. Puis pas mal tous les joueurs qu'on va nommer sont pas loin des 1000 matchs aussi. Donc, le mieux, c'est encore plus impressionnant. C'est 6 Hart Trust, c'est 3 Hart, 2 Coupes et 2 Conn Smythe aussi. Donc, une excellente carrière pour Mario Lemieux. Après, on a Gordie Howe, Mr. Hockey en personne. 1850 points en carrière. Donc, 4e dans l'histoire, surtout à une époque puisqu'il a joué puisqu'on jouait pas tant de matchs que ça. Il y a 6 Hart Trust, 6 Hart, il y a 4 Coupes Stanley. Surtout, il a joué 5 dans 5 décennies différentes. Donc, il a joué dans les années 40, 50, 60, 70 et même au début des années 80. Il a joué aussi. Donc, une extrême longévité pour Gordie Howe dans sa carrière. Également, c'est ça, c'était Mr. Hockey. Il y a le terme du tour de chapeau à la Gordie Howe qui est apparu grâce à lui aussi. Et si je me souviens bien, c'est une passe, un but et une bagarre, si je me souviens bien, pour reconnaître un trophée, un tour de chapeau Gordie Howe. Sinon, une légende qui est beaucoup plus moderne, il joue encore, c'est Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh. Il est 9e dans tous les temps pour le nombre de points, avec 1687. Donc, tranquillement, il se rapproche de Mario Lemieux. Puis aussi, ce qui est très intéressant avec Sidney Crosby, c'est qu'il ne ralentit pas du tout. Là, il est rendu à 38 ans, au moins dans ce coin-là en tant que tel. Il est né en 87, il a repêché en 2005. Puis, il ralentit pas. C'est le joueur, l'année passée, il a battu le record de Wayne Gretzky pour le plus de saisons consécutives avec une moyenne de plus d'1 point par match. Donc, en réalité, il a été 1 point par match depuis le début de sa carrière, tout simplement. C'est sûr que, par contre, il y a eu les blessures aussi. Donc, il y a certaines saisons qu'il a beaucoup moins joué. Mais pareil, dans ces saisons-là, avoir le rythme qu'il avait, c'est sûr qu'il finissait à plus d'1 point par match en tant que tel. C'est sûr qu'il aurait pu en avoir plus que 1687. Sinon, Crosby, c'est 2 trophées Maurice Richard, c'est 2 Hart, 2 Conn Smythe, 3 Coupes Stanley. Puis sa carrière encore là, je pense qu'il lui reste au moins 2-3 bonnes années, certains. Là. Au moins facile, surtout qu'il ne ralentit pas. Même si les Pingouins, eux, c'est pas une très bonne équipe. Un autre joueur marquant de l'histoire des Pingouins, on en a eu beaucoup, c'est Jaromir Jagr, lui aussi, qui est synonyme de longévité.
parce qu'il a joué dans la LNH de 1991, ou en tout cas, je crois que c'est ça, 1990 jusqu'en 2018. Donc, il a joué extrêmement longtemps avec les Penguins, de Pittsburgh, mais également avec les Capitals, les Rangers, les Bruins, les Panthers, les Flames, les Devils, les Stars. En tout cas, je pense que je les ai toutes nommées, ces équipes. Plusieurs il y en a équipes. quand même eu beaucoup. Beaucoup d'équipes pour Jaromir Jagr. C'est 1921 points en carrière, donc deuxième dans l'histoire de la Ligue, tout simplement, avec 5 Hart Ross, un trophée Hart et 2 Coupes Stanley aussi. Toutefois, seulement un trophée Hart, ça peut paraître surprenant dans des saisons de plus de... Parce qu'il a fait des saisons de 140 points puis de 120 points. Mais ça arrivait, par exemple, une saison de 140 points en 95-96, le mieux en a fait 160. Donc, tu sais, il joue en même temps que le mieux, il joue avec le mieux. Ça peut l'aider en tant que tel, mais il a eu une excellente carrière. Puis ce qui est impressionnant, c'est que professionnellement, il joue encore maintenant en République tchèque avec son équipe. Je pense qu'il est encore parti pour jouer cette année, là, à 54 ans. Donc, en tout cas, inarrêtable, Jaromir Jagr. Sinon, on a Maurice Richard. Donc, lui, c'est plus au côté histoire. C'est 966 points en carrière, avec premier joueur à avoir atteint le but par match. Donc, 50 buts en 50 matchs. Hyper influent pour les Canadiens français. Il a gagné 8 Coupes Stanley, un trophée Hart. Il a créé une émeute, même lorsqu'il a été suspendu pendant les séries. Donc, Maurice Richard, un des joueurs marquants du début de la LNH. Dans la même époque, avec les Canadiens, c'est Jean Béliveau. 1219 points en carrière, c'est 10 Coupes Stanley, 2 trophées Hart aussi, un Conn Smythe et un Hart Ross. Donc, également, c'était Monsieur Béliveau. C'est un joueur qu'on avait énormément de respect dans l'histoire des Canadiens en tant que tel, puis dans l'histoire de la Ligue. Sinon, on a Mike Bossy, qui lui n'a pas eu une carrière très, très longue non plus, nuit par les blessures, mais une légende des Islanders de New York. 1125 points, 752 matchs, en 752 matchs, puis 573 buts, un excellent marqueur, et 4 Coupes Stanley avec l'Islanders, justement. Donc, Mike Bossy, un excellent marqueur de but. Sinon, un peu son successeur spirituel, je peux dire ça comme ça, moderne, Alexander Ovechkin, 1623 points en carrière, il est 11e, mais surtout, il est à 897 buts, donc depuis la fin de la saison passée, il est passé devant Wayne Gretzky, c'est maintenant le joueur avec le plus de buts dans l'histoire de la Ligue nationale. Ça, c'est compliqué à éviter. Sinon, c'est 9 trophées Maurice Richard, donc 9 trophées du meilleur marqueur, 3 trophées Hart, un trophée Hart Ross, puis surtout maintenant une Coupe Stanley depuis 2018 aussi. Donc ça, c'est à noter. Également, pour finir rapidement, on a Guy Lafleur, 1353 points, meilleur marqueur d'histoire des Canadiens, avec 3 trophées Hart Ross, 2 Hart, 5 Coupes Stanley, un Conn Smythe. En tant que tel, Guy Lafleur, un excellent joueur, un des meilleurs d'histoire des Canadiens. Sinon, on a Marc Messier, 3e meilleur pointeur dans l'histoire avec 1887 points, 2 Hart, 6 Coupes Stanley, un Conn Smythe. Surtout reconnu pour ses passages avec les Rangers et les Oilers. On ne va pas se souvenir de lui avec les Canucks, Marc Messier. Puis finalement, un joueur très très moderne qui est encore loin de la fin de sa carrière, c'est Connor McDavid. Il en est déjà à 1082 points avant d'atteindre les 30 ans en 712 matchs. 8 saisons de 100 points déjà, 3e dans l'histoire pour le plus de saisons de 100 points. 5 Hart Ross, 3 trophées Hart, un Conn Smythe et un trophée Maurice Richard. Le truc plus triste pour Connor McDavid, c'est que c'est un Conn Smythe avec une équipe perdante. C'est assez rare pour le souligner, mais c'est arrivé. Donc, Connor McDavid, c'est la coupe qui lui manque encore, mais il a toutes les statistiques pour être un des meilleurs joueurs d'histoire de la Ligue. Là, rapidement, j'ai passé beaucoup de temps sur les attaquants, il y en avait beaucoup. Les défenseurs, on a Paul Coffey, c'est 1531 points en carrière, 2e défenseur avec le plus de points, 16e de tous les temps, 3 trophées Norris, 5 saisons de 100 points et plus, 4 Coupes Stanley. Sinon, Ray Bourque, également, c'est 1579 points. Premier dans l'histoire des défenseurs, 13e dans l'histoire de la Ligue. 5 trophées Norris, une Coupe Stanley aussi en fin de carrière. Bobby Orr, que lui a une carrière plus courte, mais c'est 8 trophées Norris. C'est un peu ridicule à dire, mais 8 trophées Norris, 3 trophées Hart, 2 Hart Ross, 2 Coupes Stanley, 2 Conn Smythe, 6 saisons de 100 points en tant que défenseur, on rappelle. En 9 saisons complètes, une saison de 139 points. Donc, il a déjà mené la Ligue en termes de points en tant que défenseur. Une saison de 46 buts. Un défenseur, je rappelle. 11e dans les points chez les défenseurs. Mais 11e dans les points chez les défenseurs. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la stat en tant que tel. Non, ok, pardon. Excusez. En gros, il est 11e dans les points dans l'histoire avec les défenseurs, mais avec seulement 657 matchs. Donc, imaginez s'il n'avait pas été blessé. Ça peut être encore plus impressionnant. Finalement, il y a Niklas Lidström, c'est 7 trophées Norris aussi pour le Suédois, 4 Coupes Stanley, un trophée Conn Smythe, une excellente longévité aussi pour l'ancien défenseur des Red Wings. Et Doug Harvey, 7 trophées Norris et 6 Coupes Stanley pour le défenseur des Canadiens. Lui, c'était plutôt au début, dans les années 50. Puis finalement, du côté des gardiens de but, on en a sorti 6 aussi. Tout d'abord, on va sortir le trio des Canadiens, si je peux appeler ça comme ça. On a Jacques Plante, 7 Vézina, un trophée Hart, 6 Coupes Stanley. Jacques Plante, notamment reconnu pour avoir été le premier gardien à remporter un masque dans un match de saison régulière.
Puis aussi, Jacques Plante, c'est sa longévité, parce qu'il a gagné avec les Canadiens, mais également avec les Maple Leafs, avec les Bruins, si je me souviens bien. A fait la finale de la Coupe avec les Blues en fin de carrière aussi. Donc, il a jusqu'au début des années 70. Très impressionnant. Sinon, on a Patrick Roy, troisième dans l'histoire pour le plus grand nombre de victoires avec 551. C'est 3 Vézina, 3 Conn Smythe, 4 Coupes Stanley. Aussi, a gagné aussi des Coupes Stanley avec des Canadiens qui n'étaient pas nécessairement très, très puissants. Donc, très impressionnant pour Patrick Roy. A révolutionné aussi le monde des gardiens de but avec l'invention. En tout cas, c'est lui qui a popularisé le style papillon. Puis on dit ça comme ça, mais Wayne Gretzky a pu marquer 50 buts à partir du moment que Patrick Roy est arrivé. Également, on a Ken Dryden, qui lui, sa carrière, si elle avait été plus longue, aurait pu être limite indiscutable numéro 1. C'est 6 coupes en 8 ans de carrière, 5 trophées Vézina, un Conn Smythe puis un trophée Calder. Donc, très impressionnant. Pour les 3 autres gardiens, on a Martin Brodeur, premier dans l'histoire pour le nombre de victoires avec 691, 4 Vézina, 3 Coupes Stanley, une grosse longévité aussi. Il a joué du début des années 90 jusqu'en 2015. Donc, c'est pour vous dire comment il a une excellente longévité avec les Devils puis avec les Blues aussi. Mais bon, on va oublier ça. Ouais, on va oublier le passage Blues. On va se souvenir du passage Devils pour Martin Brodeur. Lui aussi a révolutionné d'un certain côté. Déjà, il a marqué plusieurs buts. Ça, c'est à souligner. Mais aussi, si je me souviens bien, c'est un peu à cause de lui que la LNH a remis le trapèze derrière le filet, parce que sinon, ça devenait un petit peu trop abusé. Ça devenait comme un troisième défenseur. Autant Brodeur que Roy, d'ailleurs, ou même Hachek, justement. Justement, Dominique Hachek, c'est 6 Vézina, 2 trophées Hart. Puis lui aussi, oui, c'est juste 2 coupes Stanley pour Dominique Hachek, mais il faut retenir que la majorité de sa carrière, il n'a pas passé avec des très, très bonnes équipes, à part les Red Wings de Détroit en tant que tel, des années 2000. Sinon, on se rappelle que Dominique Hachek, c'était des Vézina et des trophées Hart avec des Sabres de Buffalo qui n'étaient pas très puissants. Puis il a même mené les Sabres en finale en 99. Puis donc, juste pour ça. Puis comme on dit en 99, le but controversé, il aurait peut-être pu gagner la Coupe. Ouais, c'est ça, en tout cas. Là, ça s'est vu en 3e prolongation. Le but à Brettel n'était pas bon. Donc, en tout cas, ça, on le dit comme ça. Là, donc, il aurait très bien pu gagner la Coupe avec les Sabres de Buffalo. Puis finalement, c'est Terry Sawchuk avec les Red Wings de Détroit qui a été dominant dans les années 50-60. 4 Vézina, 4 Coupes Stanley. Puis aussi, qu'est-ce que tu m'expliquais tantôt, c'est qu'en gros, les Red Wings étaient extrêmement bons. Ils l'ont échangé parce qu'ils avaient quand même Glenn Hall dans leur système. Ils ont quand même décidé de le ramener 2 saisons après. Mais parce qu'ils pouvaient se le permettre. Mais en tout cas, extrêmement dominant. Terry Sawchuk aussi. Donc, j'ai fait mon tour. Donc, maintenant, il faut en sélectionner juste 4 là-dedans. Puis j'en ai nommé beaucoup plus de 4. Donc là, c'est là que le choix va être un petit peu difficile à faire. Mais pour commencer, il faut spécifier que c'est pas les 4 meilleurs. Le Mount Rushmore, c'est pas nécessairement les 4 meilleurs présidents américains. C'est 4 qui ont été influents, 4 qui ont marqué l'histoire. Donc, un peu, par exemple, si on fait lui des Canadiens, un Maurice Richard, peut-être pas le meilleur joueur de l'histoire des Canadiens, mais il était hyper influent pour les Canadiens. C'est des trucs comme ça, comme par exemple, selon moi, les meilleurs joueurs, c'est Gretzky, Lemieux, puis genre Crosby. Mais ça veut pas dire que ça va être eux qu'on va choisir. Parce que c'est peut-être pas eux qui ont le plus marqué, qui ont été innovateurs, un peu comme Jacques Plante. Si on fait un Mount Rushmore de gardien, il va sûrement être dessus parce que le masque, tout ça, longévité, mais est-ce que c'est vraiment lui le meilleur gardien? On sait pas, donc c'est un peu plus différent. Donc on pourrait commencer par, est-ce qu'il y en a que tu voudrais éliminer tout de suite? Selon moi, j'ai mis Mike Bossy, parce que je voulais absolument qu'on en parle, mais je trouve que oui, il a été très bon, mais aucun trophée individuel, et sa carrière n'a pas été assez longue, donc selon moi, on pourrait l'enlever tout de suite. Oui. Ah, c'est vraiment d'accord avec Mike Bossy. Surtout que vu que c'est 4 personnes, il va en avoir beaucoup. Il faudra qu'on enlève énormément. Donc moi je pense on pourrait l'enlever. Doug Harvey, Seth Norris, c'est beaucoup. Je sais c'est énorme, mais il n'a pas vraiment été hyper marquant. Quand tu parles à quelqu'un, non moins un défenseur marquant, Doug Harvey, selon moi, c'est pas lui qui sort en premier quand t'en parles. Donc selon moi, on pourrait l'enlever tout de suite. Oui. Ensuite, du côté des gardiens de but, il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, mais que quand je pense vraiment au top des gardiens de but, je pense pas vraiment à Dryden parce que ça n'a pas été assez long. Donc oui, je me dis, ok, beaucoup de coupes, mais vraiment, il n'a pas marqué autant vu qu'il a seulement joué 8 ans. Donc je pense qu'on pourrait l'enlever vu qu'il n'a pas été là assez longtemps. Oui, effectivement. Puis voilà, c'est ça. Moi, lui, on est assuré de l'éliminer, puis maintenant, on va pouvoir voir pour le reste. Donc là, déjà, on a enlevé ces 3-là. Donc si on continue, j'ai parlé de Richard qui a été très marquant, mais comme comparé aux autres, il n'a même pas 1000 points. Et c'est surtout été avec les Canadiens français qui a été marquant. Donc pour la Ligue nationale, je pense pas qu'il mériterait sa place, vu qu'il y a trop de bons joueurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi sur celle-là aussi? Ouais, je suis d'accord. Même Stegman, c'est le trophée du meilleur marqueur de but. C'est son nom qui a le trophée. C'est le trophée Maurice Richard. Mais en même temps, c'est parce que
il a pas sa place juste avec les noms qui restent, tout simplement. C'est compliqué Est-ce que toi, de se tailler une il y place en a avec un nom lui. que tu vois immédiatement que tu te dis, lui, il faudrait qu'on l'enlève, il est pas dans les Ben, tops? écoute, ça va paraître un peu une hérésie, mais je vais dire ça. Je pense qu'il est encore trop tôt pour considérer Connor McDavid Oui, dans le Mont Rushmore en tant que tel. Dans entièrement le Mont d'accord. Rushmore des meilleurs de tous les temps, mais genre vraiment des meilleurs. Si on fait vraiment une liste des meilleurs joueurs de tous les temps, McDavid a déjà sa place dans le top 10, je pense, en tant que tel. Puis, tu sais, si sa carrière se continue, s'il gagne des coupes cette année ou il continue, il dépasse des records de points, il va être dans la discussion certainement là, pour le Mont Rushmore. Mais là, je trouve qu'il est encore un peu trop tôt dans sa carrière. Pareil pour Guy Lafleur, parce que oui, il a été marquant dans l'histoire des Canadiens aussi. C'est le meilleur marqueur de l'histoire des Canadiens, mais en tant que tel, il n'y a pas eu. Ce que tu me disais tantôt, c'est qu'il n'y a pas eu tant de saisons de plus de 100 points. Il y en a eu juste 6. C'est ça Ben, que tu m'expliquais c'est quand tantôt? même beaucoup 6. C'est juste qu'il y a eu 6 saisons où il a été dominant 100 points et plus. Puis c'est tout. Le reste, après ça, il n'y a plus rien. Donc, c'est vraiment été un 6 ans incroyable où il a fait sa renommée. Mais quand tu regardes après, il n'y a plus rien. Là. Donc, je trouve que Ouais. 6 ans, comparé à des gars comme Goliath qui était là pendant 5 décennies, Gretzky 2800 points, des gars comme Jagr qui a joué vraiment longtemps, je trouve que 6 grosses saisons, ils ont tous eu ça, plus les autres. Hum. Donc c'est pour ça que je l'enlèverais. Euh, Je trouve que là-dessus on est d'accord. Surtout que oui. c'est sans dire rien de méchant contre les autres, c'est juste qu'il faut choisir 4 noms seulement. Là. 4, c'est pas Oui. beaucoup. Là. Sinon, pour les défenseurs, moi j'en mettrais un maximum de 1 parce que je trouve qu'il y a trop de gros noms à l'attaque en tant que tel. Fait que j'enlèverais Paul Coffey déjà. Parce que oui, il a une carrière marquante, mais tu sais, c'est. Les 3 autres passent Moi, devant. les 3 autres passent devant. Puis même là, j'enlèverais Lidstrom aussi tout de suite. Même si, tu sais, à un moment donné, ça commence à être compliqué aussi, là, mais vraiment, ça va être du côté de Boston. Sincèrement, tu vas demander à n'importe qui lambda qui connaît un peu la LNH, nomme-moi un défenseur marquant, puis il va dire soit Bobby Orr ou Ray Bork. Genre, certainement. À moins que son expérience de la LNH se résume aux Canadiens de l'année passée, puis ils te disent Harper Jackay. Mais sinon, sinon, c'est ça. Ça va rester entre Bourque et Orr pour l'instant. Donc, on peut garder ces deux-là, et voir après plus tard ce qu'on peut Ben enlever. moi, il y a 2 joueurs que c'est sans les dénigrer, mais Jaromir Jagr puis Messier étaient tout le temps le deuxième à Gretzky ou à Lemieux. C'était tout le temps Ouais, genre le deuxième. Donc je me dis, si t'étais le deuxième, je pense que tu peux pas être sur le Mont Rushmore. Ils ont eu des carrières incroyables, mais ils passaient un peu comme des ouais. deuxièmes. Là. Ouais, effectivement. Non, je suis d'accord là-dessus, là. Ça Puis reste c'est d'excellents ils ont pas. joueurs qui sont probablement Ouais. top 10 all-time, mais quand tu joué en même temps qu'un Gretzky puis tu passais derrière lui, c'est un peu dur de te justifier sur le Mont. Là. C'est genre Messier, c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais sur les Oilers, on en parlait. Si on en parlait pas à moins que Gretzky ou même Curry ou même dans les buts avec Grant Fuhr puis Paul Coffey, on en parlait moins là, de Messi. C'était pas lui qu'on parlait de plus avec les Oilers en tant que tel. Après avec les Rangers, il n'y a comme pas le choix. Là. Mais ouais, c'est ça. Donc je suis d'accord d'enlever Jagr Puis, et Messi aussi. un peu pour la même raison, Sawchuk, il est peut-être meilleur que Plante, faudrait avoir le débat, je l'ai jamais vu jouer, Ouais, mais quand tu penses à cette ère-là, le premier qui sort, c'est Jacques Plante, le masque, ouais. Seth Vizina, c'est 3 de plus, donc un peu pour la même raison que les deux autres, il était comme deuxième de cette ère-là, donc je pense que je Ouais. l'enlèverais du top. Parce que selon moi, ça va être 2 attaquants, un gardien, un défenseur. Je pense que ça pourrait être Ouais. équilibré. Donc si j'ai à dire, je pense que Sawchuk, lui, on pourrait l'enlever. Là, il y a Mm. encore beaucoup de joueurs. C'est vraiment tough. Là, ça commence à être dur. Ça commence sérieusement à être dur, là. Euh, Même si j'adore Béliveau, il y a 10 coupes, c'est probablement un homme vraiment respecté. 1219 points quand tu regardes comparé aux autres, c'est 1600, 1800, 1700. Premier dans les buts pour Ovechkin, 2800 pour Gretzky. Je pense Béliveau, je l'adore, mais j'ai l'impression qu'il faudrait ouais. l'enlever. Là. Ouais, c'est ça. Il a été marquant. Mais en tant que tel, Béliveau, sans le dénigrer encore là, on en parle beaucoup. C'est sûr qu'il a passé pas mal toute sa carrière avec les Canadiens, mais sérieusement, on en parle pas mal juste à Montréal. Hein. Je trouve pas qu'on en parle tant que ça dans les autres sphères de la Ligue en tant que telle. Là. C'est sûr qu'il a plus marqué, il nous a plus marqué, nous, les Québécois, parce que il a joué avec Montréal, mais
c'est mettons que tu vas demander à un anglophone, un joueur marquant des années 50 dans la LNH, il va pas nécessairement te dire Jean Béliveau en premier. Là. Ça va dire Gordia ou Maurice Richard ou Jean Rattel à la limite. Mais je pense pas que Béliveau va sortir en premier temps que ça. Moi, il y a un truc que je voudrais dans les gardiens de but. Plante et Patrick Roy ont vraiment révolutionné avec soit la technique, soit le masque. Vraiment, ils ont été révolutionnaires un peu dans leur style. Donc, je pourrais plus les garder parce que selon moi, c'est peut-être probablement les quatre meilleurs gardiens en Hachek, Plante, Brodeur et Roy. Donc, c'est vraiment très proche de diviser qui était meilleur. Comme Brodeur, ça a été la longévité. Roy, il a été clutch, comme on le voit avec ses 3 Conn Smythe. Hachek, probablement le meilleur prime, 6 Vina, 2 Hart. Mais vraiment, eux qui ont changé la face du hockey, ça a vraiment été Plante et Roy. Donc, je pense que les deux autres, on pourrait les enlever. Là. Je suis d'accord, ça me fait mal parce que tu connais mon amour pour Dominique Hachek, donc dans ma tête, c'est le meilleur gardien de tous les temps, mais ouais. Je pense que oui, parce que Hachek, c'était le dominator, il dominait. Il a commencé tard en plus sa carrière, je pense qu'il a commencé fin vingtaine. Mais c'est sûr que ce que je retiens d'Hachek, avoir ses highlights en tant que tel, Plante puis Roy, ben surtout Roy, c'était la stabilité en tant que tel. C'était un gardien stable, qui était efficace, le style papillon. Hachek, c'était pas le n'importe quoi. Ben, c'était. Mais en gros, il était. Il fait n'importe quoi tant que la rondelle rentre pas. Là. C'est ça, il faisait n'importe quoi, mais la rondelle n'entrait pas. C'est que ça marchait. Sérieusement, pour avoir écouté des vieux matchs des étoiles, je me souviens pas avoir vu un gardien autant se forcer dans un match des étoiles que Dominique Hachek. Même là, il se forçait vraiment, vraiment fort. Donc, en tout cas, c'est. Mais c'est ça, tant qu'il. Mais tu sais, la POC rentrait pas. Tu sais, comme disait Rick Jenrette, l'ancien descripteur des matchs des Sabres, il disait We are not worthy. Genre, littéralement, il méritait pas Hachek, mais c'est sûr que techniquement, il a moins révolutionné qu'un Roi pareil. Surtout, Hachek, on va retenir, c'est plus sa capacité à carry des équipes pas fortes. Mais ça va être pour le débat du meilleur gardien de tous les temps. Là. Mais ouais, je suis d'accord pour l'enlever. Sinon, là, ça commence à être vraiment dur parce que Ovechkin, j'ai goût d'enlever Ovechkin, mais c'est le meilleur buteur de l'histoire. Là. C'est dur à enlever. Ouais, c'est dur. Je sais pas, hein, parce que là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8. Il s'en va encore 4 enlever. Il faut encore en enlever 4. Il faut enlever. Non, attends, j'ai mal compté. 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9. On en a enlevé 5. Ouais, il faut en enlever 5. Il faut enlever un gardien, un défenseur, puis 3 attaquants. On va dire, si on garde notre forme des 2 attaquants, un gardien. J'ai l'impression qu'en défensive, on est obligé de garder Bobby Orr parce que ça a vraiment été révolutionnaire. Il n'y a personne qui a jamais fait ça. Il a vraiment changé la façon que les défenseurs jouaient. Mm-hmm. Il a seulement joué 9 saisons complètes. Quand je dis saison complète, c'est que les 2-3 dernières, il a essayé de jouer, essayé de venir, mais il n'a pas été capable. Il a joué comme un total de 30-35 matchs en 3 saisons. Donc dans ces 9 saisons complètes, c'est 8 Norris, puis la seule année qu'il n'a pas gagné, c'est sa première, et il a gagné le Calder. Donc c'est quand même fou que toutes les autres années, c'est lui qui avait le Norris à chaque année. 2 trophées, il a mené 2 fois la ligue. Puis c'est un défenseur. Comme tu l'as dit, 46 buts pour un def. J'ai l'impression qu'on est obligé de le garder. Donc pour moi, ce serait le premier qu'on mettrait sur le Mont Rushmore. Le défenseur, ce serait Bobby Orr. Je pense que il a plus marqué. Oui, Bourque, c'est lui qui a le plus de points. Mais vraiment, Bobby Orr, c'était quelque chose d'autre. C'était incroyable. Ouais. Puis pour revenir aux 46 buts, la saison dernière, Cale Makar a atteint 30. Ce qui n'avait pas été vu depuis. Ouais, tu sais, ça n'avait pas été vu depuis Mike Green en 2009, genre, un défenseur qui atteint au moins les 30 buts. Puis, tu sais, genre, c'était 32. Là, on parle de 46. Tu sais, 46, il faudrait même sortir un joueur qui a atteint 46 buts dans la dernière saison. Là. Mais, tu sais, ça arrive à du niveau. Il y en avait 5, genre, 6, c'est un nombre. Même pas. C'est un nombre moyen que McDavid attend en saison, là, en tant que tel, 46 buts. Juste pour dire, les Canadiens n'ont pas eu depuis Vincent D'Anfos des 40 buts. Là, puis il a fait 46 en tant que défenseur. Ouais, effectivement. Donc, je suis d'accord de tout de suite le mettre dans le Mont Rushmore. Sinon, OK, là, ça va peut-être être une autre take, mais je pense que dans les attaquants, j'enlèverais tout de suite le mieux. Ah ouais? Oui. Parce que... Le nombre de matchs? C'est pas le nombre de matchs, ça me fait mal, parce que même, tu me connais, je peux être le premier à dire que le mieux est meilleur que Gretzky, mais le truc, c'est qu'ils ont joué en même temps, pas mal,
on va se le dire. Comme Lemieux a peut-être manqué 4 saisons au début du début de Gretzky en tant que tel. Tu sais, c'est pas qu'il a joué dans son ombre, mais tu sais, genre par exemple, Lemieux, il y a peut-être moins de trophées Hart parce que justement Gretzky était là, puis on en parle moins un peu aussi. Je sais, ça sonne vraiment comme une dinguerie ce que je dis là. Puis également, il y a les blessures, ça n'a pas aidé dans le côté de Lemieux. Mais ouais, je pense qu'on pourrait l'enlever. Ouais, on n'est pas dans le débat des meilleurs joueurs de tous les temps, mais dans les plus influents, les plus marquants. En tout cas, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. Même que moi, j'ai le goût de faire un statement, c'est que dans les plus marquants, quand ton surnom, c'est littéralement le sport, Monsieur Hockey, Ouais, c'est plus que incroyable. Tu étais respecté de partout. ouais, Il était l'idole de Gretzky. C'était vraiment le joueur le meilleur au monde avant que Gretzky arrive. Le hat-trick à la Gauliard, il est capable de tout faire. Il était capable de faire des points, des passes, de jouer physique. Il a fait 801 buts dans une ère où on marquait pas beaucoup, qu'il y avait beaucoup de moins de matchs. ouais. Comme la première saison qu'il y a eu un marqueur de 100 points, ça a été la première saison de 100 points de Gauliard. Il a été avec Bobby Hull puis Phil Esposito, ça a été les premiers. Donc, puis ça, c'était comme des années 60, il a commencé des années 40. Là. Au début, on marquait pas beaucoup de points. Ouais. Puis il a réussi à faire 1850 points. Comme, il a joué un peu dans les mêmes années que Maurice Richard. Les deux, c'était comme les deux vedettes. Puis il y a comme le double de points de Maurice Richard, c'est on peut dire. Là, il a joué dans 5 Mais décennies. Il a vraiment marqué il a tout le joué le monde. double de temps aussi. Ouais, Là. tout le Mais, monde sait c'est qui Goliath. Puis il était pas parti jouer dans la ligue, c'est la WHA qui est allé jouer, ben, il y aurait eu encore plus de points probablement dans les 2000. Selon moi, Goliath mérite sa place dans le Mount Rushmore. Là. Vraiment, c'est un icône du sport. Il a changé comment ouais. ça se joue. Donc, pour moi, si on devait enlever, j'enlèverais Crosby et Ovechkin, puis je garderais Gretzky et Ouais. Howe comme attaquant. Tu peux pas ne pas Ouais. mettre Gretzky selon moi. Là. Il y a quand même Ouais, ouais. il y a quand même 9 trophées Hart, dont genre 7 ou 8 de suite. Là. Tu peux pas être plus Ouais. dominant que ça. Donc moi, j'enlèverais C'est- nos deux GOATs de notre génération. Puis ouais. je mettrais les deux qui ont été vraiment influents dans les années où qu'on n'était pas nés, disons. Ouais, effectivement. Juste, genre, je regarde les stats de Goliath présentement. J'avoue, je n'étais pas là, donc je peux pas juger du niveau de l'association mondiale quand il jouait avec les Arrows de Houston ou avec les Whalers de Nouvelle-Angleterre. Mais en 75-76, avec les Arrows de Houston, en 62 matchs, en 78 matchs, il y a 102 points. Puis En il y 1976, il y avait avait 40 déjà. quelques, là. Il y avait 10 ans 38, 20 ans 48, 30 ans 58, 40 ans 68. Ah, il était pas loin de 50 ans. Il était pas loin de ça. Puis c'était la deuxième meilleure ligue au monde là, où il a fait 112 points. Là. Oui. Puis sinon, LNH, sa dernière saison À cinq- relativement productive, c'est 103 points, 168-69. Donc déjà, il attend 40 ans. Là. Et à 40 ans, il faisait encore 100 points. L'année d'après, 71, 52. Sa dernière saison LNH avec les Whalers en 79-80, en 80 matchs. Donc, encore lui, il joue 80 matchs à genre 50 ans. C'est fou. Il y a quand même 41 points. Il y a quand même un demi-point par match à 50 ans au-dessus. C'est n'importe quoi, là. Oui, dans ce temps-là, les gardiens, ça gaulait debout. Mais pareil, il est quand même impressionnant à un niveau qui n'a été jamais vu, là. Puis même ça, faut pas le dire, mais il a joué un match avec les Vipers de Détroit dans la IHL en 97-98. Donc, tellement il aurait joué pro dans 6 décennies différentes. Mais ça, on le comptera pas, bien sûr. Mais non, juste pour dire, Goliath, il a sa place. Donc là, la dernière place, ça joue entre Jacques Plante et Patrick Roy. Donc jusqu'à maintenant, on a Gretzky, Goliath, Bobby Orr. Et là, ça se joue entre Roy ou Plante. Un qui est Ça, c'est troisième dans l'histoire pour les wins. Il a vraiment été clutch sur ses 4 coupes. Il y en a 3 contre Smythe. Comme on le sait, Plante, lui, c'est le masque. Il était vraiment révolutionnaire. 6 coupes Stanley, 1 Hart, 7 Vizina. C'est dur à départager. Je sais pas pour toi. c'est dur. Toi, ça serait quoi ton choix entre les deux, là? Ben, pour le cœur, j'irai avec Plante. Parce que j'aime pas Roy pour d'autres raisons en tant que tel. Mais, ben, en tout cas, déjà, là, pour d'autres côtés, là, genre, je sais pas. Moi, je trouve que. En dehors de la patinoire. En dehors de la patinoire, puis ben, juste son caractère en tant que tel. Il a l'air un peu. Il a l'air un peu Colérique. passe-bon. Ouais, colérique.
Autant lui que son fils contre les Sags. Mais heureusement que Jonathan s'est calmé et qu'il est un très bon musicien depuis. Mais là, c'est ça. En tout cas, moi, je l'aime pas pour certaines raisons en tant que tel. Pour ça que j'irais plus avec Plante, techniquement. Mais c'est ça. Maintenant, il faut que tu détermines c'est quoi que tu trouves le plus déterminant puis marquant dans l'histoire des vos révolutions, le masque ou le papillon. Parce qu'après le papillon, là, j'avoue, je résume la carrière de Jacques Plante à il a apporté le masque. Ce qui est absolument. C'est pas assez, non, on peut se le dire. Là. Parce que Jacques Plante a des méchantes stats, puis les Jacques Plante, c'est la longévité aussi. C'est, mettons, une plus grande longévité que Patrick Roy. Mais en même temps, le papillon de Patrick Roy, il y a moins de monde qui sont au courant qui a amené ça. Comparé à Jacques Plante, tout de suite tu penses au masque, tout de suite tu penses à sa photo avec son masque, avec son nez cassé. Genre, j'ai l'impression que c'est plus marquant, selon moi, que Roy, que pour moi, ça serait Jacques Plante. Moi aussi. Ben écoute, moi aussi. Puis écoute, Jacques Plante. Là, je sors ses stats, là, je sais que je me base sur pas grand-chose. Mais sa dernière saison dans la LNH, c'est en 72-73 avec Boston. 72-73, ça le met exactement 20 ans après ses débuts dans la LNH, en 52-53 avec Montréal. Il a joué un total de 8 matchs, fiche de 7 victoires, 1 défaite. Quand même, à cette Moyenne de saison, de 2. il était bon. Là. Point 927. Après que les Maple Leafs, début des années 70, c'est un peu plus compliqué. Mais tu sais, il reste encore dans le 900. Hein? Genre, il est vraiment dans le 900 dans toute sa carrière. Genre, son pire moyenne d'arrêt, c'est .902 avec les Rangers en 64-65, sachant qu'il arrête 2 ans de jouer, puis il revient avec les Blues, il fait 2 finales, il est .940 en 68-69. En tant que back. Tu sais, moyenne de Baldwin en dessous de 2. Là. Puis on parle à une époque où ce que les gardiens, ça gaulait debout. Là. Donc, pour vrai, il y a des stats impressionnantes. Là. Puis, tu sais, autant, oui, il a connu des bonnes équipes avec les Canadiens, autant, va pas me dire que les Blues des années 60 ou les Leafs début 70, c'était des bonnes équipes tant que ça. Là. Oui, les Blues, ils ont fait la finale dans ces années-là, mais c'était les. C'était pas fameux. Ils jouaient juste ils jouaient dans une division qui était juste faite par des équipes d'expansion. Là. Puis vous regarderez, si ça vous intéresse, les stats des équipes à la première année de l'expansion, qu'on passe de 6 à 12. Là. Je sais même pas s'il y a une équipe qui est au-dessus de 500. Là. Genre, sincèrement. Ben, j'avais vu une vidéo, puis les équipes qui finissaient dernier de la division des vraies équipes auraient été genre première ou deuxième de l'autre division. Là. Ouais, c'est ça. Là. C'est pour dire comment la division n'était pas forte là, en tant que telle. Donc, c'est quand même des chiffres très impressionnants. Puis si on regarde en série avec les Blues aussi, .950, .936. Ouais, en série avec les Boston, après en 72-73, c'était un peu plus compliqué, mais il faut eu 2 matchs. Là. Mais ben non, mais tu sais, en gros, c'est la longévité aussi, là, en tant que tel. Il a vraiment été très marquant. Là. Puis Roy, oui, a eu pas nécessairement des meilleures équipes avec les Canadiens, mais allez pas me dire que l'Avalanche n'était pas une bonne équipe. Puis il a quand même joué une bonne partie de sa carrière avec l'Avalanche. Je pense que ça s'équivaut au niveau canadien. Il a joué genre 10 ans avec Montréal, puis il a joué un bon 8 ans avec Colorado. Fait que, ça s'équivaut un peu quand même. Il ne va pas me dire que l'Avalanche est une mauvaise équipe, là, sincèrement. Là. Les Forsberg, les Sakic, les Bourque, les Foote, les Ozolinch, les Blake. Il y a eu une bonne équipe devant lui, là, mettons. Et en tout cas, tout ça pour dire, je mettrais Jacques Plante. Donc, le verdict final sur notre Mont Rushmore de la Ligue nationale de hockey, on a Wayne Gretzky de Grade 1, le meilleur joueur de tous les temps, probablement. Ensuite de ça, on a Gordie Howe, Mr. Hockey, qui a joué pendant 5 décennies différentes. Troisième chez les buts avec 801, avec 1850 points dans une ère où on marquait pas beaucoup. Ensuite de ça, on a Bobby Orr à la défensive. Vraiment, il a révolutionné la position de défenseur, surtout défenseur offensif. 8 Norris, 3 trophées Hart, qui a mené la Ligue 2 années en tant que défenseur. Et dans les buts, on a mis Jacques Plante pour ses 7 Vézinas, son Hart, 6 Coupes Stanley, mais aussi avoir amené le masque. C'était un gardien très influent, c'était un gardien très connu. Quand tu penses au gardien de la Ligue nationale, tout de suite, Jacques Plante rentre dans ta tête, même si ça fait longtemps qu'il a joué. Il a été très là longtemps, comme tu l'as expliqué, pendant 20 ans. Il a été bon avec toutes les équipes qu'il a fait. Donc, selon moi, c'est un très bon Mont Rushmore qu'on a choisi. Et on veut spécifier, c'est pas les meilleurs joueurs. C'est pas eux qu'on pense qui sont les meilleurs joueurs. C'est eux qui méritent d'être sur un Mont Rushmore, qui ont été influents en étant bons aussi. Parce que, tu sais, genre, si je le fais juste rapidement, là, si je faisais le best of all time, un Mont Rushmore est vraiment des meilleurs de tous les temps, ça serait Gretzky le mieux, Bourque, Hachek. Pour moi, ce serait ça. Genre, par exemple. Si tu mets un gardien de but, ok, ouais. Ouais, c'est ça. Si on garde le
le même truc. Si on met mon Rushmore d'attaquant, je mettrais Gretzky, le mieux, Crosby, puis Howe, je sais pas trop. Jagger ou. Ouais, je sais pas, c'est ça, Gordie Howe. C'est qu'écoute, fait que ouais, c'est ça. C'est vraiment pas les meilleurs de all-time, mais c'est les plus marquants en tant que tels, les plus influents. C'est qu'écoute, un très bon Mount Rushmore. Dites-nous dans les commentaires, en tout cas, réagissez un peu pour voir si c'est qui peut-être vous avez mis, expliquez si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec nos choix. Ça peut toujours être intéressant de voir vos opinions. Ben sinon, écoute, PO, ça a quand même passé vite, mais c'est déjà la fin de notre épisode. Donc, rapidement, je peux essayer de mettre les gens en haleine pour le prochain, qu'on va tourner exclusivement samedi prochain, donc le 23 août en tant que tel, en matinée, parce qu'en gros, on va en profiter pour faire un gros preview. Ben, je vais en profiter pour faire un gros preview du Tour d'Espagne, qui est la dernière course cycliste en tant que tel, le dernier grand tour cycliste de la saison. En gros, pour rappeler le plan la semaine dernière, je sais que j'ai dit que cette semaine, on allait faire un preview de la Vuelta. Sauf que la Vuelta en tant que telle, lorsque j'ai dit ça, puis jusqu'à hier, c'était le cas, on connaissait la composition officielle de seulement 2 équipes sur 23. Là, ce matin, je me suis réveillé, puis il y en a 6 qui avaient annoncé leur composition d'un coup. Mais pour vous dire que c'est un peu compliqué de faire un preview quand tu ne connais pas la plupart des coureurs qui sont alignés. Donc maintenant, samedi, oui, ça va être le jour de la première étape, mais je vais pouvoir vraiment faire un tour de toutes les équipes. On va voir les compositions, de parler c'est qui les favoris pour le podium, pour le classement général. Pour les classements annexes, on va parler du parcours aussi. Je vais parler un peu de l'histoire du Tour d'Espagne également, donc ça va être très intéressant aussi. Également, PO, tu vas continuer ton preview de la division Pacifique avec cette fois les Flames, les Oilers, les Kings et les Golden Knights. Il va y avoir des choses à dire aussi là-dessus. Également, il va y avoir un bloc actualité, bien sûr. Puis pour le bloc 4-4, ben écoutez, on va choisir quelque chose d'autre. On va changer encore de sujet. C'est ça qui est le fun avec les blocs 4 en tant que tel, c'est qu'on peut changer. Donc, en espérant que vous avez apprécié cet épisode, nous autres, en tout cas, on a très apprécié la tournée. Puis on se retrouve la semaine prochaine.